Salut tout le monde, bienvenue au Fait Maudit, édition du 2 décembre. Jean Cazot avec vous jusqu'à midi. Et au Fait Maudit, aujourd'hui, je dirais que c'est le seul invité de tous ceux que j'ai eus, là, depuis, ça fait quoi, une cinquantaine, là, depuis qu'on a commencé ça en novembre 2016, non pas en novembre cette année. C'est le seul invité qui fit pas. Tu sais, quand il y a des tests, là, puis il dit c'est qui l'intrus, là, tu sais, une bouteille de scotch, une bouteille de whisky, une bouteille de vodka, puis hop, une bouteille de lait. Tu dis, non, la bouteille de lait n'a pas d'affaire là, tu sais. Bon, alors, c'est ma bouteille de lait ce matin, en ce sens qu'il ne correspond pas aux paramètres habituels des invités des Faits Maudits. Parce que la raison est simple, c'est que, d'abord, premièrement, il m'a rien demandé. Il m'a pas écrit pour me dire, moi, je veux te raconter ce qui m'est arrivé. Ce monsieur-là nous arrive tout droit de la normalité, si je peux dire. C'est un gars normal. C'est un gars qui... Bon, je vais vous le présenter, ça va aller bien mieux. Michel Petitgrou, bonjour. Oui, bonjour, Jean. Comment ça va? Ça va très, très bien, merci. Tu fais dans la vie? Mon Dieu, ce que je fais, ce que j'ai fait et qu'est-ce que je fais? Bon, aujourd'hui, je fais du développement, là, de développement immobilier, mais je viens de la Côte-Nord, j'ai travaillé dans le monde industriel, j'ai travaillé dans le domaine des affaires, j'ai eu à étudier, à retourner aux études, fait que ça aide à la croissance. Dans la business. Toujours dans l'orientation business, évidemment. Là, ça a toujours été mon but là, d'être entrepreneur puis développeur. Exactement. Fait que tu ne cherches pas une vie, toi, là. Non. non. Je pense qu'on est bien accompagné dans la vie. Il y a tous les outils qu'il faut pour... La raison pour laquelle je dis ça, c'est que souvent, on va me dire... tes invités, non, les gens ne seront pas directs comme ça, là, parce qu'ils savent comment est-ce qu'ils vont se faire répondre. Mais les gens vont me dire, les gens qui sont là-dedans, tu sais, je parle des Faits Maudits, là. T'oublies pas, c'est une émission sur le paranormal, la métaphysique, l'ufologie. Ouais. Je reçois pas des politiciens ici, non, je suis pas tout à fait là-dedans non plus, là. Non, ben c'est ça, t'es pas dans ça. C'est justement. Ouais. T'es vraiment pas dans ça. Et pourtant, tu as vécu des choses. Ça, on va s'en parler. D'accord. Tu as vécu des choses qui sont du domaine des Faits Maudits. Et c'est ça que je trouve intéressant parce que tu n'es justement pas le client du profil. Tu corresponds pas au profil de mes invités. Tu corresponds pas au profil des gens qui ont vécu des choses parce que ces gens-là, on va les accuser de dire, ils cherchent une vie, ils s'ennuient, ils ont rien que ça, c'est ci puis c'est ça, tu sais. Ce qui est faux, ce qui peut être vrai, mais ce qui est, en tout cas, dans la plupart, je dis bien la plupart de mes invités, c'est faux, là. Ils sont pas comme ça, mais c'est sûr que ça peut paraître comme ça. Parce qu'ils en parlent, tu sais, puis ça, la machine, elle rouvre, puis c'est parti, c'est parfait, Toi, t'es super plate à venir dans mon show. Parce que, je veux dire, que tu veux que je foute d'un gars qui vend de l'immobilier. Moi, il y a des émissions pour ça, tu sais, ici puis ailleurs, tu sais. Je touche pas à ça, ce monde-là, moi. Sauf là, parce que j'ai mon condo à vendre, mais ça, c'est un autre affaire. Je suis pas dans la vente de condo. Non, je suis dans le développement, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, je me comprends, là. Oui. Ça m'intéresse pas. Tu sais, je touche pas à ça. Moi, je suis une bébête rare parce que je suis constamment dans ça, les Faits Maudits. J'écris livre après livre sur ces questions-là. Ouais. Alors, forcément, j'ai une réputation, n'est-ce pas, qui me suit, me précède et me hante. Mm-hmm. Et je vis avec très bien. Cependant, on me demande pas comme invité pour parler de business, d'immobilier ou de choses de genre, parce que je veux dire, moi je suis le fou de la place, là. Je corresponds pas à ce profil-là pantoute. Donc alors qu'est-ce que tu fais ici? On pourrait se demander, oui, mais pourquoi tu l'as invité? Pourquoi tu as invité un gars pendant 2 heures de temps où il va peut-être parler pendant 10 minutes de ce qui est arrivé, puis that's it? Ben, c'est ça. Parce que ça y est arrivé pareil, mais je veux vous montrer que ça arrive aux gens normaux aussi. Mm-hmm. Puis, j'ai de la misère à dire des gens normaux, un peu comme si ceux qui venaient ici ne l'étaient pas. Mais ils sont pas perçus comme... Ils sont mal perçus, mes invités, en général.
Alors, je voudrais que tu me parles de toi, le gars normal, là, tu sais. Puis on va commencer avec ça, parce que tu en as vécu des affaires, mais c'est super le fun. Là, on parle de normalité, on parle pas de faits maudits. Tu sais, alors, d'abord, premièrement, t'es né dans à Bayacomo. C'est une ouais, c'est ça. Bayacomo, ça. Ouais, je suis né à Labréville, à côté de Forestville, mais... Ici, bol, ouais, c'est pays ça. des moustiques. Oui, mais attention, hein, c'est une région en plein développement, la construction des barrages de l'époque. Est-ce que tu as quel âge vite, là? Moi, j'ai 59. OK. Fait que c'est sûr que dans les fin des années 50, mon père, lui, tenait 3 pistoles, il avait la ferme, mais lui, ça l'intéressait moins. 15-16 ans, il est parti sur la Côte-Nord. Puis vite, il s'est trouvé du travail chez Hydro-Québec. Puis dans ce temps-là, c'était les grosses constructions des barrages. C'est ça, j'allais dire. Il n'est pas allé là comme professeur de philosophie. Non, pas du tout. Fait que là, c'était la construction des gros barrages, mais en 55, 56, 57, en montant, là, c'était Forestville, Labréville, il y avait un barrage en construction, puis donc on a vécu à Forestville, après ça, Bécomo. Grosse famille? Après ça, oui, on est 7 enfants, là. Es-tu le 7e qu'un don? Non, moi, je suis le 3e. Le 3e, par exemple, dans ce classe tout le temps différent un petit peu des autres dans la famille. OK. C'est ça, je suis une personne qui a toujours été audacieux. Baveux? Baveux, au hockey, j'ai quelques doigts cassés, des phalanges cassées, fait que ça explique un peu. J'ai joué à la crosse aussi à l'époque. Très sportif, joué au football, clavicule cassée. T'as le physique aussi, là. Ouais, mais j'ai toujours aimé le sport, le hockey. À Bécomo, c'était vraiment un endroit idéal pour les jeunes à l'époque. Hein, c'était pas des momounes, ça. Non, à Bécamo, c'était... il y avait le Québec North Shore, il y avait la Reynolds à l'époque, c'était les grosses industries, Hydro-Québec, donc c'était les grosses constructions. C'était une région qui explosait, c'était que ça. Oui, puis les industriels à l'époque, à Bécamo, étaient très généreux. La ville de Bécamo, avec ses citoyens, était très généreux aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Très généreux, c'est que... Très simple. Nous autres, on l'a vécu parce qu'on était une grosse famille. Ils nous achetaient des hockey, ils nous achetaient des patins dans ce temps-là, dans les années 60, oui. Pour vous pitcher sur la glace. Pour nous pitcher sur la glace. Puis dans ce temps-là, les glaces, c'était pas... il n'y avait pas de... Il y avait pas de Zamboni. Oui, il n'y avait pas de Zamboni, effectivement. C'est venu beaucoup plus tard après. C'est nous autres, les petits jeunes, qui allaient passer la gratte. La gratte, puis dans ce temps-là, c'était des chariots avec une poche en arrière, puis l'eau déclinait là sur c'est sûr que c'était une époque là, mais quand même, si je reviens un petit peu à mon vécu, moi ma mère elle m'a tout le temps poussé vers les sciences. Elle m'avait acheté un microscope, un kit de chimie à Noël, puis toutes des choses comme ça qui m'intéressaient, qui me poussaient vers les sciences. Pourtant mon père, loin d'être, puis ma mère aussi, elle a une 7e année, mais elle avait un français, puis elle a toujours, parce que toujours vivant d'un français impeccable. OK. Puis, les gens de Bécomo n'ont pas d'accent, j'ai remarqué ça. À Bécomo, on a des patois, peut-être pas d'accent. Mais ils n'avaient pas d'accent comme le lac Saint-Jean ou même la Gaspésie ou des fois même Charlevoix, là, ils ont un petit accent comme ça. Là. Mais les gens de Bécomo, j'ai remarqué ça, j'ai travaillé avec Robert Ross. Je connais très bien Robert, c'est mon ami d'enfance, Robert. Bon, Robert Ross, justement, moi, qui est animateur au 93. Très bien, c'est ça. Alors, Robert, lui, j'ai travaillé avec lui, puis j'ai fait remarquer ça. Je dis, c'est bizarre, hein, le monde de Baillards-Cormont. Ils n'ont pas d'accent. Ouais. Robert, c'était mon 6e voisin chez nous à Bécomo. Ah ouais, hein? Ouais, à l'époque. Fait que, oui. Pas d'accent. Puis à Bécamo, aussi, dans ce temps-là, c'était 30% ou 35%, c'était des Anglais. Des anglophones. Les développeurs. Les développeurs étaient anglophones. À Bécamo, ça a été le colonel McCormick de Chicago Tribune, là, qui était venu à Bécamo. Lui, est arrivé dans les années 1917, je crois, ou un petit peu avant. Rivière-aux-Oustades, la rivière Manicouagan, il est allé évaluer, même un petit peu avant, là, il est allé évaluer le potentiel industriel de la région pour être capable de harnacher les rivières, faire des barrages. C'est ça. Le bois en arrière, la forêt était dense, donc des ressources pour alimenter un moulin à papier. Chicago Tribune, qui était une des gros journal. Gros journal, puis il y a eu
À New York aussi avec... plus que la tribune de Sherbrooke. Là. Plus que la tribune de Sherbrooke, oui. Non, ça a été un succès à Baie-Comeau de ce côté-là pour le développement. Mais vous brassez pas votre cage, Baie-Comeau n'est pas une région qui a voulu se faire valoir, les Beaucerons, les Beaucerons, toujours les masses en l'air, c'est les meilleurs entrepreneurs, puis ça fait des gâteaux, puis ils sont fous comme la marde. Mais les Beaucerons... Le lac Saint-Jean, c'est ici, puis les artistes, ça vient tout de là, puis même la Bitibi, puis la Bébite à Tibi, puis la Gaspésie, puis gna. Mais vous autres, pas un mot, pas un son. Disons que sur la Côte-Nord, on a été, dans les années 60, on a été enclavés, parce que, il n'y a pas de pont, à Tadoussac, là, il n'y a pas de pont. Non, c'est vrai. Ça serait une bonne idée d'en mettre un, peut-être en passant un petit message, mais on est enclavé sur la Côte-Nord. Excuse-moi, qu'est-ce que tu dis? Il n'y a pas de pont? Il n'y a pas de pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine. Pour traverser, c'est le bateau. Tu es obligé d'attendre au bateau. Ils n'ont jamais fait de pont? Ils n'ont jamais fait de pont. Puis, bien colon, ça. Oui, tu peux le dire. Ça fait des années. Oui, c'est ça. Ça vous aurait pris un brassion en ondes. Ça en prendrait peut-être un aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir un pont. C'est reculé par le tonnerre en maudit. Oui, exact. Les Européens riraient de nous autres. Oui, ça c'est vrai. Exactement. Et même les Américains riraient de nous autres. Oui, tout à fait. Voyons donc, toi. Oui, une belle rivière. Ça va être indépendant, puis c'est pas foutu de construire un pont. Ça a été aussi un frein peut-être pour le développement de la Côte-Nord. Comme ça, il y a des forces et des faiblesses. Là. Ça prend une analyse. Il y a eu des études qui ont été faites par SNC puis d'autres, mais quand même, on peut passer par-dessus cette étape-là. Mais quand j'expliquais que Baie-Comeau c'était un petit peu enclavé, c'était un petit peu ce que j'expliquais. Tu avais Matane, le bateau qui s'en venait sur la Côte-Nord, puis l'autre, tu es obligé de prendre le bateau à Baie-Sainte-Catherine quand tu descends la Côte-Nord pour aller à Baie-Comeau, Sept-Îles ou jusqu'à Blanc-Sablon, si tu veux. Là, les routes sont rendues moins carrossables dans ce coin-là, mais ça se rendait jusqu'à Havre-Saint-Pierre, en tout cas. Même aujourd'hui, on se rend jusqu'à Percé. On a toujours été capable de se rendre, de faire le tour de la Gaspésie, même dans les années 50. Oui, je comprends pas comment ça que... Mais la Côte-Nord, c'est comme ça. Ça fait que ça prenait quelqu'un de courageux, comme le colonel McCormick, à l'époque de Chicago Tribune, de se présenter sur la Côte-Nord déjà dans les... C'est un petit peu les années un petit peu avant la guerre. Là, c'est ça, de la première guerre. Bon, oui, mais ça. Lui, là, déjà, il avait le mandat là, de sa compagnie, de son conseil d'administration. Alors, ça a créé... Remarque qu'au Québec, ce sont les Anglais et les Américains qui ont starté les compagnies, puis je veux dire, qui se sont installés. Oui. On le sait, ça a été pareil. Moi, l'Outaouais, qui est une de mes régions cultes, ça a été c'est Price. Et puis l'autre, là, comment il s'appelle? Colonel Bay. Oui. Et puis aussi un autre, là, dont je me souviens plus du nom, mais c'est des Anglais, que tu veux. C'est des Anglais. Ils ont vu le bois, ils se sont dit, on le coupe, on sacre ça dans la rivière, on l'amène à la scierie, puis on fait du papier. Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, ils l'ont fait. Ils n'ont pas rien fait en parler. Ils l'ont fait. Ouais. Alors, alors t'es parti de là, à quel âge? J'avais 29, j'avais 30 ans. Donc, toi, t'es resté là longtemps? Oui, je travaillais, J'ai toujours aimé étudier, je l'ai dit, mais je voulais retourner aux études à l'université en finance. J'avais commencé mon cours en finance, puis après ça, j'ai suivi un cours en commerce international, option marketing. C'est tout très ésotérique, en passant, ce qu'on entend là. Non, mais ça frise la légende, là. Je veux dire, écoute... C'est ça. Mais... non, mais c'est sûr que ça, c'est des expériences, mais à travers ça, on a des expériences personnelles, mais moi, ce que je regarde en arrière... Je veux pas qu'on en parle tout de suite. Non, je veux pas en parler, mais... Non, tu vas en parler, mais pas tout de suite. Oui, mais c'est mon audace. C'était l'audace parce que j'ai toujours voulu être entrepreneur, mais pourquoi que parce que j'étais bien à Baie-Comeau, là, j'ai fait plein de choses, puis... As-tu fait de l'argent là-bas? J'ai fait un peu de sous, oui. J'ai fait des sous, puis c'est pour ça que je voulais retourner aux études. Je recommence. As-tu fait de l'argent là-bas? Oui, j'ai fait de l'argent là-bas. C'est ça que je veux savoir. Oui, ben oui, j'ai fait de l'argent. Bon. Mais c'est pour ça aussi que je voulais retourner aux études, parce que là, je voulais aller chercher plus d'autonomie, plus de savoir, plus d'indépendance, puis parce que j'avais une vision. Mais la vision, c'est quoi l'échéancier? On peut pas dire, tu peux avoir une vision, mais
j'avais une vision quand j'avais 16, 17 ans. J'avais une vision quand j'avais 21, 22, 23 ans, quand j'ai fait mes affaires. Correct. À 29, 27, 28, 29 ans. Tu n'étais pas enfermé dans ta bulle à faire de... Non. Il faut avoir une vision pour avancer dans la vie. C'est ça, forcément. Alors, des projets. Des projets. Toujours avoir des projets. Puis ça me stimulait beaucoup. J'ai toujours été aussi quelqu'un qui aimait jouer aux échecs. J'ai aimé l'informatique quand ça commençait à se développer. J'avais créé un club d'informatique. Tu sais, j'ai toujours aimé les technologies. Un esprit très rationnel, dans le fond. Quand même, cartésien aussi, parce que je veux dire, il faut avoir la tête bien plantée sur ses épaules là, pour aborder ces thématiques-là. Il ne faut pas être rêveur puis parti d'un nuage. Oui, mais rêver... rêveur dans le sens, je veux dire... terre à terre quand même, là, mais moi, ce que j'ai fait, je l'ai toujours analysé. Je l'ai toujours analysé sur papier. Bon, quand c'était des projets dans l'immobilier, c'était la rentabilité. Des fois, quand je jouais aux échecs... excuse-moi, mais tu faisais quoi là-bas, là, à Bécomo? Ton métier, là? Moi, j'ai commencé... Quand j'ai commencé, j'avais commencé au cégep en administration. Okay. Là, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'aimais moins ça parce que je voulais aller travailler. C'est quand même bon, hein? Ils ont un cégep là-bas? Oui, très beau cégep aussi, là. Puis ça a été... il y a beaucoup de mes amis là, qui ont fait le cégep. Puis, ils ont réussi aussi, la plupart. Là, okay. Puis, non. Alors, moi, j'aimais jouer aux échecs, mais j'en rêvais la nuit que j'ai arrêté de jouer parce que j'aimais trop ça. Oui, j'ai arrêté de jouer. J'en rêvais la nuit. Là. Comment se fait que j'ai pas joué ça? Puis, j'avais créé un club d'échecs, justement, on était une trentaine de gars quand on se réunissait. Là. Puis là, à force de vouloir gagner, puis là, j'en rêvais la nuit, là, j'ai dit, wow, c'est assez. Je lisais des livres pour des stratégies. C'est quand même une belle obsession. Là, oui, c'est une belle obsession, mais c'est mieux que de vouloir toujours gagner à Dark Star. Ouais, mais je jouais au hockey. Je jouais au hockey, j'avais une famille, je suis comme une jeune famille, puis ce qui était intéressant, là, c'est les échecs, j'aimais ça jouer, mais à un moment donné, quand ça prend trop de ton énergie, il faut que tu prennes un recul, puis il faut que... Tu sais, c'est pareil comme une tarte, là. T'as une pointe, tu t'occupes du social, du jeu, des loisirs, la famille, ton travail et tout. Il y a une pointe. Ça prend un équilibre. Il y a une pointe qu'il faut qu'il rapporte aussi, là. C'est ça, exactement ça. Ça prend un équilibre. Puis là, alors, t'as fait quoi pour vivre? Alors, pour vivre, j'étais électricien. J'ai travaillé chez Hydro-Québec à Manning 5, à Manning 2. Après ça a tombé en grève chez Hydro-Québec. Je suis rentré dans un moulin à papier. J'ai été tuyauteur industriel pendant 11 ans. Pendant ce temps-là, j'ai retourné aux études au cégep. J'ai suivi un cours en mécanique industrielle, un cours en ordinateur et automatisme, mon cours sur le commerce des valeurs mobilières. Oui, toujours dans le but de développer mes connaissances, mon champ de connaissances. Puis après ça, à travers ça, comme AB, je faisais de l'immobilier à Bécomo. Puis après ça, il y a des AB plus payants que d'autres. C'est ça, c'était mon AB. Puis après ça, c'est ça, j'ai décidé de retourner aux études, là, quitter la compagnie. Mais excuse-moi, là, mais l'immobilier à Bécomo, il y avait assez de monde qui rentrait, des nouveaux, pour justifier l'immobilier à Bécomo... ou c'est rien que du monde qui est la chaise musicale, là? Bécomo, dans le temps, l'immobilier, c'était bien, c'était bon, c'était dans les années 80. Ah ouais? C'était pas le marché de Québec, c'est pas le même marché. C'est sûr. Mais faire des flips, acheter des maisons à revenus ou des logements à revenus, j'en ai fait quelques-uns. C'est quoi un flip? Définir un flip? Un flip, c'est faire un achat, une acquisition, puis le revendre à court terme. Ah! En sachant qu'il y a un potentiel d'une plus-value. OK. Donc, l'acheter pas cher puis le vendre plus cher. C'est ça. Théoriquement, c'est ça. Bon, moi, j'achetais parce que j'avais des yeux puis des oreilles partout. J'achetais des gens j'en veux plus. C'est ça qui m'intéressait, des gens veulent plus. Alors, moi, j'avais identifié des gens là, qui me travaillaient pour moi, là, en guillemets. Là. Spot-moi ci, spot-moi ça. C'était souvent des notaires, des gens d'affaires dans le coin qui, eux autres, c'était secondaire pour eux autres. Mais pour moi, très actif. Là. C'était ça. Mais ça prenait pas tant de temps que ça. Non, mais ça fait rien. Quand on pense comme ça, ça, c'est de l'entrepreneur. C'est de l'entrepreneurship. J'ai fait affaire dans ce temps-là. C'était moins surveillé qu'aujourd'hui, mais dans le temps, à cause de l'informatique aujourd'hui, mais dans le temps, faire affaire avec 5 banques, moi, je l'ai fait. Là. Desjardins plus 4 banques. Là. Wow. Dans ce temps-là,
ça se faisait très, très bien. Aujourd'hui, ça se fait peut-être encore, mais beaucoup moins. Pourquoi? Parce que les banques aiment plus centraliser. Les caisses aussi, c'est la même chose. Puis ils essayent de t'accrocher tout le temps avec les services. Ouais, ils ne veulent pas rien que ton petit compte de banque. Non, ils veulent tout. Puis, tout ce que tu as. Ton conseiller financier à la banque ou à la caisse, il t'appelle à tous les 6 mois. Il faut prendre rendez-vous pour voir le portefeuille, où ce qu'on en est rendu, blablabla. C'est une façon de garder le lien avec... Mais à l'époque, tu faisais affaire avec... moi, je faisais affaire avec les 5. Pour moi, c'était l'argent qui était important. Dans le sens que l'accès à l'argent, pas l'argent en tant que tel, parce que pour moi, l'argent, c'est un outil, là, comme d'autres. Mais c'était l'accent. Puis c'est pas juste une question de... J'aimais varier. Regarde, j'ai joué au hockey pendant des années, puis j'ai arrêté de jouer, j'avais 40 ans, 5 fois. Je jouais le vendredi soir à 11h. C'est juste pour dire que j'ai toujours aimé les arénas, les loisirs. Puis, est-ce que tu t'es marié là-bas? On s'est marié à Bécomo. Oui. Oui, on s'est marié à Bécomo en 80. Puis, c'est ça. Puis après ça, en 91, on a déménagé. OK, alors c'est ça. Tu es revenu donc en quelle année? En 91, au mois d'août 91, j'étais inscrit à l'université, puis on a déménagé. Et là, tu avais quel âge? Puis tu faisais quoi, là? 30 ans. 30 ans. 30 ans, tu travaillais forcément, là. Ouais, 31 ans, je m'en allais sur mes 31 ans. Pourquoi t'as quitté pour t'en venir ici? J'ai quitté pour, comme je l'expliquais tantôt, c'était d'aller chercher des connaissances en finance parce que j'avais suivi mon cours des commerces des valeurs mobilières en 87. Ça, c'est le gars qui était tuyauteur. Ça, c'est le gars qui était tuyauteur. Okay. Puis à l'époque, j'avais investi dans un hôtel à Montréal. J'avais investi dans 208 logements ici à Québec. C'est ça. Centre commercial à Québec, un autre à Longueuil. Puis là, il fallait que... je voulais faire la gestion, puis l'opération, puis être capable de gérer mes affaires. Ouais, c'est ça. Mais finalement, l'histoire a changé. Quand je suis arrivé à Québec, je me suis rendu compte que c'était pas le marché de Bécomo. Je me suis rendu compte que à Québec, c'était beaucoup plus fermé au niveau beaucoup plus fermé que à l'époque. Là. Oui. Donc, c'est un constat que j'ai fait. Bon, j'ai fait, moi, quand j'ai quitté Québec, puis je suis revenu. Okay. C'est en revenant que j'ai vu ça. Ouais. Québec, c'est une ville fermée, c'est une ville fortifiée. Oui, quand même. Ouais, mais je me suis fait des amis quand même avec des beaucerons. Je me suis fait des amis... mais pas des Québécois, des beaucerons. Non, mais des beaucerons qui étaient à Québec. Oui, mais c'est rien, c'est pas des locaux. Ouais, les locaux sont fermés, tu touches pas à ça, c'est des clans. Oui, c'est ça. Je me suis fait des amis avec des gens de Québec aussi, dans le monde des affaires. J'ai travaillé pour une compagnie qui me rapprochait d'Humeur Lali à l'époque. Tu parles de fric, ils vont suivre, ils vont s'ouvrir les yeux. Mais dans ce temps-là, j'ai à travers quand... T'as pas le choix. Il faut être sociable dans ce temps-là. Quand on est en business, t'as pas le choix. Là. Non, quand même. C'est des bonnes relations d'affaires. T'es d'accord que c'est presque comme la politique, là? C'est de la politique tout le temps, parce que veut pas, c'est le relationnel est très important pour ton développement. C'est politique. Alors là, tu t'es installé à Québec même? À Sainte-Foy. À Sainte-Foy. Campanile, à l'époque, quand on est arrivé. Ah, Campanile, ça venait d'ouvrir, ça. Oui, c'est ça, exact. Tu avais encore, il appelait ça la pomerade, je pense. La Pommeraie? Pommeraie, oui. Ouais. Mais c'est beau, c'était je connais ça, j'ai failli rester là. Oui. Puis dans ce temps-là, c'est pas comme aujourd'hui. Dans ce temps-là, c'était encore les champs, là, puis tu avais l'école secondaire, le Campanile, là, qui était pas les compagnons de quartier. Les compagnons de quartier. Ça, c'était construit. Ça faisait pas longtemps. Ouais. Mais c'est pas, il y a encore beaucoup de forêts, là. Oui, encore, ils ont gardé des zones vertes. Regarde Marly, là, le gros édifice de revenus, là. Oui. Il y a encore du bois autour de ça. Il y a encore beaucoup de bois, mais il y a beaucoup qui a décalé aussi quand même. Il y a eu beaucoup de développement immobilier. À un moment donné, tu vas avoir du chevreuil encore sortir de là. Ah, peut-être, mais j'en doute. Alors là, à Québec, tu faisais quoi? Non, on va faire la pause. On va faire une pause, une première pause. C'est une pause payante, d'abord, tu vas être content. C'est une pause payante. Isabelle, on y va? C'est bon. CJMD 96.9 Lévis. Vous avez des travaux de béton à exécuter. Vous voulez bénéficier de la meilleure expertise de coffrage de la région. Fondation BHB, entrepreneur général en coffrage, œuvrant dans tous les secteurs d'activité, résidentiel comme commercial. C'est eux qu'il faut contacter. Leur équipe est qualifiée et expérimentée. Ils prendront les choses en main pour vous
au meilleur prix possible. Ils sont spécialisés dans les murs de coffrage Duraform. Contactez informations sur leur site internet www.fondationbhb.com ou composez le 88 872 7936. Fondation BHB, fier partenaire de votre alternative radio. Depuis 1907, Location d'outils Simplex répond à tous vos besoins en termes d'outils et d'équipements, 110 ans à s'adapter pour mieux vous satisfaire et vous aider à réaliser vos projets. Outils de construction, de rénovation, de terrassement, plus de 800 variétés. Toujours mieux vous servir et s'impliquer dans la communauté sont nos objectifs. 3 succursales dans la grande région de Québec, Vanier, Lévis et Saint-Nicolas. www.simplex.ca ou 1-800-361-1486. Location d'outils Simplex est fière de contribuer au succès de la radio de Lévis, CJMD 96.9. C'est le temps des pneus! La meilleure place, c'est Automobile Prestige DG. Meilleur prix, meilleur service, efficacité et rapidité. 88 406 34 34. Remise postale de 70 $ à l'achat de 4 pneus Toyo. Payez un pneu par mois avec accordé. Installation gratuite à l'achat de 4 pneus neufs. Vous n'aurez même pas le temps d'écouter CJMD à votre goût dans la salle d'attente. Ça va vite. Auto Prestige DG, 6006 Boulevard Saint-Anne, juste passé les chutes Montmorency, 2 pas du centre-ville. La meilleure place pour les pneus, fier partenaire de votre alternative radio. Auto Rive-Sud, en affaires depuis 25 ans, a un nouvel emplacement. Ah ouais? Ouais, c'est Auto Rive-Sud, tu connais ça? Ben oui, c'est l'entreprise familiale qui vend des véhicules usagés avec le meilleur service, les meilleurs prix puis le meilleur choix à Lévis. Les connais. Ils sont à 2 pas de la station, au 50-55 sur le boulevard Guillaume Couture. Parfait, ça. Pas de charge, je peux y aller à pied. Oublie pas leur excellent site Internet pour pouvoir mieux t'informer. Ah ouais? Ah oui, c'est auto avec un S, rivesud.ca. Ben oui, tu vois. Hey, c'est donc bien beau, ce site-là. Tout est là. Et même le formulaire de financement. C'est pas peu dire. Auto Rive-Sud, maintenant au 50-55 boulevard Guillaume Couture, à Lévis. Pour être sûr de passer une belle soirée quand on sort, une boîte à chansons, c'est l'option. Et le synonyme de ça à Lévis, tout le monde sait que c'est la petite grenouille sur Président Kennedy. Ce que vous saviez peut-être pas, c'est que ne serait-ce que dans les 2 derniers mois de 2017, vous aurez droit à Horloge Simard, hommage à Caillouche, Bleu Jeans Bleu, hommage au Cowboy Fringant, hommage à Bon Jovi, hommage à Alan Jackson, hommage à Shania Twain, Irish Moutarde, Bud Actan, Jamroad and the Robbers Cover Band. En plus de nos nombreux chansonniers. Et pour finir l'année en beauté, la grande débâcle le 31 décembre. Pour les détails, rendez-vous sur notre page Facebook. La petite grenouille de Lévis, c'est la place pour les spectacles sur la Rive-Sud de Québec. La place où sortir pour finir 2017 sur la bonne trame. Vous aimez la musique, les films et la culture populaire? Sunrise Records des Galeries Chagnon, c'est la place pour vos CD, vos vinyles, vos films et tous vos objets de collection. Surveillez notre page Facebook pour connaître les promotions, les nouveautés et même l'horaire de performance d'artistes de la région en magasin. Les disquaires Sunrise, c'est beaucoup plus que de la musique. C'est une équipe de passionnés à votre service. Mon choix, c'est 96.9 Lévis. L'alternative radio. De retour au Fait Maudit avec Jean Cazot. Aujourd'hui, en ce 2 décembre, je reçois Michel qui, disons, nous vient d'un milieu qui n'a rien à voir avec celui auquel vous êtes habitué, puisque je vous ai présenté depuis novembre 2016 des invités qui s'inscrivaient fort bien dans la thématique des faits maudits. Bon, ufologie, paranormal, métaphysique, réincarnation, des choses, des discussions très profondes, très élevées, très prononcées dans ce domaine-là. Et là, aujourd'hui, je vous emmène un gars qui, depuis une demi-heure, nous parle d'immobilier, puis de finances, puis de jeux d'échecs, puis puis qui n'a rien à voir, pas en tout, avec la thématique. Il y a quelqu'un qui va appeler, il va dire « Réveille, Cazot, ce que tu fais là, c'est pas intéressant, ça, c'est pas ça qu'on veut entendre. » tu sais. Alors, la raison pour laquelle Michel est ici, c'est que un jour, quelqu'un m'a dit de lui... c'est un gars très rationnel, en tout cas, vous êtes en train de vous en rendre compte, puis l'argent, puis la business, puis l'audace de l'entrepreneurship, puis ainsi de suite, mais qui a eu sa part de ce qu'on pourrait appeler des faits maudits, et c'est pour vous montrer que du monde bien normal qui vivent ça aussi. C'est ça que je veux faire aujourd'hui. C'est ça que je veux. Mon but, là, c'est ça. Mais on n'est pas rendu là encore. Parce que tu as fait des affaires encore plus
théâtral que ça. Théâtral. Parce que là, jusqu'à date, tu vends des maisons, là. C'est tout. Là. Non, je ne vends pas de maison. Pas du tout. Non, mais en tout cas, c'est pas mon expertise. Je te parle de tes... Attends une minute, le truc qui ne marche pas avec mes écouteurs, je ne suis pas satisfait, je ne suis pas content, je ne suis pas heureux. OK. Attends, on va arranger ça. Bon, voilà. Je disais donc que tu, à ton arrivée à Québec, vers l'âge de 30 ans, là, tu t'es lancé dans quel domaine? Au début, comme je l'expliquais, là, je suis retourné aux études en finance et en commerce international. C'est ça, oui, c'est ça. Ça, c'était pour moi un tremplin. Un tremplin, pourquoi? Un tremplin, c'est quand tu retournes aux études, après ça, il faut que tu regardes des opportunités. Bon, l'opportunité que j'ai eue, j'ai été mis en contact avec des gens là qui étaient assez bien placés dans le milieu des affaires à Québec. Quand j'ai fini mon cours en commerce international, j'ai été recruté par une association dans le domaine de l'énergie, là, qui est bien connue, la QME à Montréal. La quoi? La QME, l'Association québécoise pour la maîtrise de l'énergie. OK. Bon, mais ça a été un tremplin, un gros tremplin pour moi dans le domaine des affaires. Mais ça... Mais tu faisais quoi dans ça? J'ai été engagé par la QME. Puis il faut que j'explique ça aussi, que ça prend de l'audace, puis ça prend du rêve. Quand j'étais joueur de hockey, nous autres, on partait de Bécamo, on prenait l'autobus, puis on s'en allait jouer au hockey à Rosemont au printemps. C'était notre portée, ça. C'était un petit tournoi à Rosemont qu'on allait. Puis là, on allait... C'est 8 heures de boss, ça? Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que quand on allait à Montréal, on avait 12, 13, 14, 15 ans, là, puis on a fait ça. Puis dans ce temps-là, on parle des années 60 et 70, là. Oui. Bon. On allait à Montréal, puis Place Ville-Marie venait de se construire. Oui. Puis quand on se promenait sur le boulevard René Lévesque, Place Ville-Marie vient de se construire. Il y a Mother Tucker à côté. Je ne sais pas si tu as connu ça. Mother Tucker, oui. Mother Tucker, c'était quelque chose. Hein. Puis, il y avait Air Canada qui était là. Là, moi, j'ai reculé. Tu sais, les gros posters de Air Canada, puis voyager, puis ci, puis ça. J'ai dit, moi, un jour, là, j'avais peut-être 13-14 ans, là, moi, un jour, je vais voyager. Un jour, je vais venir travailler ici. C'est ça. Crois-le pas. C'est arrivé. C'est arrivé. Parce qu'avec la QME, j'ai été engagé par la directrice générale. Elle est venue au Concorde passer des entrevues avec des candidats. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pris quelqu'un de Montréal? Elle aurait pu prendre quelqu'un de Montréal. Mais c'est parce que dans le conseil d'administration, il y avait quelqu'un de Québec, là, quelqu'un d'important. Puis, à ce moment-là, j'ai passé l'entrevue, puis j'ai été recruté par la QME pour m'occuper du développement commercial de la QME. Ah, OK. Bon, ça m'a amené au Costa Rica. Mais quand j'ai suivi mon cours sur le commerce international, j'ai rencontré aussi des gens un peu partout, dont un ami là, qui est devenu un ami, un employé aussi, là, en Pologne, pour la Pologne. Ça fait que ça s'est passé en même temps. Fait qu'avec la QME, je suis allé chercher des mandats pour faire la commercialisation. Ça m'a amené en Amérique centrale, Amérique du Sud. Puis, ça m'a amené aussi à faire du développement aux États-Unis, au Canada. Puis moi, j'ai fait un regroupement de manufacturiers dans les matériaux de construction qui m'a amené en Pologne avec Darius, qui était avocat à l'époque, mon ami. Darius, roi de Perse? Oui, si on veut. Alors, ça m'a amené en Pologne en même temps. Fait que j'ai signé un contrat avec un gros distributeur de matériaux de construction en Pologne à l'époque. Fait que là, puis il y avait des Canadiens avec la Société d'habitation du Québec, la SHQ, la SCHL, la SIQ, Intra-Ouest, toutes des grosses compagnies avec qui je voyageais. Le MIC qui était intéressé. J'étais allé à Washington en mission commerciale pour de ces organismes-là, sans trop les nommer. Là. Ça fait que ça a développé mon expertise, mon champ de connaissances. J'ai engagé du monde. On est loin de la tuyauterie, là. On est loin de la tuyauterie, mais ça s'est passé très rapidement. Puis, dans le domaine énergétique aussi, ça fait que je suis allé chercher des mandats, j'ai engagé du monde plus meilleur que moi, hein, mais j'ai été comme entrepreneur, là, ça fait que j'ai engagé du monde meilleur que moi, j'ai engagé des étudiants en marketing puisque je voulais plus développer que m'occuper des mandats eux-mêmes. Là. Alors, je faisais de la gestion de mandats, puis fait que j'ai créé des entreprises aussi, puis etc. Fait que ça m'a... Mais c'est de l'audace tout le temps, ça a toujours été de l'audace. Il est toujours jeune.
J'étais quand même assez jeune. Ben là, j'étais rendu à 33, 34. Ben oui, c'est 35. jeune. Ben oui, c'est jeune. Dis-moi pas ça à moi, là. C'est jeune. Mais quand même, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais oui. Puis après ça, ben, c'est des expériences. Dans l'immobilier, ça a été des expériences avec des firmes d'ingénieurs avec qui j'ai travaillé dans le domaine énergétique, dans le domaine de l'immobilier avec les firmes d'ingénieurs. Puis après ça, ben il y a toutes sortes de phases dans la vie, montante, descendante, puis je l'ai vécu aussi. Mais ça prend toujours un plan. Il faut à un moment donné retomber sur tes deux pattes, puis après ça, tu regardes, oups, là, on s'est trompé là. Les marchés effervescents, ben c'est pas tout à fait ce qu'on pense. Oui, ça l'était, non, mais... T'as pas dû aimer 87, toi. 87, j'ai perdu, mais on peut pas passer par-dessus ça, mais je l'ai vécu. J'ai tout vécu ça, mais c'était des... Dans ce temps-là, ça n'avait pas d'importance, mais ça en a eu pareil. C'est ça. On se dit que ça n'a pas d'importance. Non, mais ça en a eu. Mais c'est pareil comme la caisse de dépôt qui ont perdu à un moment donné avec les pas les papiers paper, là, mais les... je me souviens papiers pas. commerciaux. Papiers commerciaux, là. Ouais, puis, c'est ça. En 2008, ils ont perdu 2009, beaucoup d'argent, mais à un moment donné, c'est pas important, mais il faut que l'argent rentre, puis ça devienne pas important. Ouais, c'est ça. Mais quand l'argent rentre plus, là, c'est important. Là, c'est important. C'est ça. C'est ça un peu la chose. Mais ça prend tout le temps un plan A, B, C. Il faut que tu apprennes à faire tout le temps ça dans la vie. Avoir un plan A, B, C, puis décoder. Avais-tu un positionnement, je veux pas nécessairement savoir lequel, là, ma question n'est pas dirigée dans ce sens-là. Avais-tu un positionnement social, tu sais, on dit les gens sont de gauche, les gens sont de droite, un positionnement politique, ils sont fédéralistes, sont souverainistes, un positionnement nationaliste, étais-tu impliqué ou ça te passait du pied vers le tête? Si j'ai une position, j'aime pas le savoir, là. Oui, c'est ça, je comprends. Oui et non. Dans le sens, c'est que, oui, je suis plus style libéral, mais je parle pas de libéraux, là. Non, je pense un esprit libéral. Un esprit libéral. À l'époque, à Bécamo, tout le monde sait que Brian Mulroney était à Bécamo. Ben oui, j'étais jeune, mais j'ai travaillé pour les Miller Brian. Qu'est-ce qui m'a attiré là? C'est-tu Brian ou sa femme à l'époque, je parle comme ça, parce que on avait un comité. Brian Mulroney, avant d'être un politicien, c'était un homme d'affaires. Ça a été un homme d'affaires, puis un gars qui... Oui, mais il a fait des bonnes choses, puis là, pour la Côte-Nord, puis comme pour d'autres communautés, ça a toujours été quelqu'un de très important, mais là, on entend parler un petit peu de lui, etc., là, mais c'est ainsi, mais quand même, peu importe. Ce qui était important, c'est qu'est-ce que tu amènes à ta communauté, à ta société. C'est ça. Donc, toi, tu es un homme qui était impliqué vraiment dans un secteur d'activité qu'on peut appeler la finance. C'était ton domaine, ça. Oui, ça a été un domaine. Tu as prospéré dans ça, toi. Ça a été un domaine oui, ça m'a aidé dans ma vie, oui, tout à fait. Non, mais c'est un peu... OK. Moi, ça a été la radio. Oui. J'ai fait de la radio pendant 45 ans. Oui. Alors, ça m'a pas un peu aidé dans ma vie. Ça a été ma vie, ça. Oui, mais j'ai été aussi un employé pour une compagnie majeure au Québec, exemple, puis en gestion de projet parce que ça m'a permis de m'assir, puis plutôt que d'essayer parce qu'à un moment donné, là, tu as une famille, hein, tu sais, quand tu as une famille, j'ai 2 garçons, j'ai une petite fille aujourd'hui, puis faut à un moment donné prendre le temps de regarder comment est-ce qu'elle se passe ta vie. Puis de retomber, puis là, je suis retombé salarié. À un moment donné, je suis retombé salarié. Non, tu dis ça comme si c'était une infirmité? Non, pas du tout. Non, parce que moi, je suis l'entrepreneur. Moi, là, être capable de passer des semaines là, sans avoir de paye, ça me dérangeait pas parce que j'avais un backup. C'est ça. Bon, j'étais capable de m'organiser. C'est ça. Mais être salarié, avoir un système de commandement, je me suis tout le temps opposé à ça. Dans le style, tu as un patron, tu as un directeur, tu as un vice-président, tu as un président dans une compagnie. C'est ça. C'est une hiérarchie. Oui. Puis d'être capable de... C'est presque comme une monarchie. Hein? Oui, c'est ça. Mais avoir des comptes à rendre, moi, j'aime pas donner des comptes à rendre parce Électron libre? Électron libre plus, oui. C'est plus ma personnalité, oui. OK, tout à fait, ça. Ouais. Et, mais salarié, ça t'a permis de t'asseoir 2 minutes, de relaxer un peu, puis de contempler ta vie personnelle aussi à travers ça. Ça m'a permis plus que ça. Ça m'a permis de côtoyer des gens extraordinaires. Ça m'a permis de
côtoyé aussi une ligne de direction extraordinaire, des gens qui avaient du potentiel, que je me rendais compte qu'ils avaient du potentiel beaucoup plus que moi, de façon différente, par exemple. Moi, j'avais compris que parce que c'est que j'avais fait avant, ils ont eu des cheminements différents. Il y avait des positions par audace aussi, des gens qui ont foncé, qui ont persévéré dans le domaine qui était, puis que c'est des cheminements personnels qui sont valables pour tous, là. Puis moi, c'est ça que c'est une forme de reconnaissance aussi que j'ai eue envers ces gens-là qui m'ont aidé à... Moi, je n'étais pas un ingénieur, hein, je l'ai expliqué tantôt, je suis pas un ingénieur, mais par contre, j'étais dans un milieu d'ingénieurs, c'était tous des ingénieurs avec qui je travaillais, puis ils m'ont donné une chance pendant plusieurs années, là, presque une décennie et plus, là, à travailler avec eux. Fait que moi, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai beaucoup mûri aussi à travers ça, puis ça m'a amené après ça à faire d'autres choses. Là, tu fais quoi exactement? Là, je suis dans le développement immobilier encore, mais plus comme promoteur, développeur, exactement ça. Ouais. OK. Ouais. Famille? Famille, 2 enfants, deux grands garçons, puis une petite sur le tard. Oui, ma petite sur le tard, elle a 11 ans aujourd'hui, effectivement. Ouais. Bon. Là, on situe donc un individu qui a eu une vie riche, si on peut dire, riche en rebondissements sociaux, financiers, tout ça. Une espèce de vie... tu me fais penser un peu à mon père. Mon propre père, je suis plus vieux que toi, puis je te parle de tu me fais penser à mon père dans le sens que son parcours à lui était dans l'assurance, puis c'était un courtier, puis la grosse business de courtage, puis dans ce domaine-là, comprends-tu? Mm-hmm. Très impliqué dans ça. Et qu'on va respecter, tu sais, je veux dire, c'est comme des kings un peu, ces gars-là, là, dans leur domaine. Étais-tu le king à la maison? Non. Non? Non, mais on a une belle famille chez nous, frères et sœurs. Le king, non. Mais par contre, moi, si tu regardais, puis on mettait de la couleur, j'étais peut-être une couleur qui est peut-être différente des autres. Sans mettre de couleur, c'est pas ça qui est important. Moi, je pense que, puis je veux pas trop en parler, mais j'ai tout le temps été quelqu'un d'audacieux dans tout ce que j'ai fait. J'ai tout le temps essayé de... Puis je reviens à Bécamo. On était 3 frères qui jouaient au hockey, là, mes 2 plus vieux, plus moi. On a joué les 3 ensemble junior. Ben pour moi, c'était junior, puis on était les seuls à Bécamo, les 3 frères à jouer en même temps junior. Moi, j'avais 17, je m'en allais sur 18, 19, 20 avec mon plus vieux, Bruno. Bon. C'était des fleurs. Mais en même temps, c'était de l'audace parce que j'étais jeune, mais j'aimais jouer au hockey, puis j'avais mettre de la rigueur dans mes affaires, puis mettre de la rigueur dans ce que j'entreprenais. Puis de l'audace, pourquoi? Parce que j'ai interviewé Pierre Trudeau, j'avais 16 ans. Mais comment tu peux faire ça, interviewer Pierre Trudeau? Ben, il y a eu une occasion spéciale. Je sais pas si je devrais la raconter, mais j'ai eu une occasion spéciale en secondaire 4. Je savais que Pierre Trudeau venait inaugurer un monument à Bécamo. Puis moi, je travaillais pour le câble à Bécamo. J'avais 14, 15, 16 ans. Puis je me mettais pas riche avec ça, mais ça me donnait un petit peu d'argent pour la semaine. Puis je travaillais au hockey mineur à Bécamo à l'époque. Bon, mais ça me donnait des sous. Fait que moi, je savais que Pierre-Éliott Trudeau venait à Bécamo un jeudi matin à 10h. Je ne sais plus de quelle année, c'était en 75 peut-être, 74, 75. Bon, puis ça me donnait l'occasion de présenter à mon professeur, puis avec le groupe d'étudiants qu'on était, on était 4, de lui offrir peut-être un petit projet d'aller interviewer. On avait un cadre d'un projet d'études, on appelait ça long à l'époque, là. Ça avait 3 mois pour le faire. Fait que mais ça pourrait être une documentation, mais pour nous, ça a été une entrevue que moi, j'avais présenté à mes amis, collègues. Là. J'ai dit, là, je t'allais rencontrer le professeur, M. Paradis à l'époque. J'ai dit, ça vous dérangerait-tu si dans notre cadre de notre projet, là, on ferait une série de questions pour interviewer Pierre Trudeau? Ben, comment tu vas faire? Ben, là, j'ai expliqué comment. Il était le seul à le savoir. Les autres, ils ne savaient pas encore parce que je voulais pas que ça s'ébrute puis que c'est ça, puis ça brûler la mèche puis ça dérape. Exactement ça. Fait que
là, j'ai invité mes collègues, venez, il y a une conférence de presse, puis je les ai invités à venir, puis j'ai demandé la permission au professeur, pas de problème. Fait que dans le cadre de l'entrevue avec les journalistes et tout, là, le maire de Bécomo, M. Léonard, puis tout, c'est moi qui est en arrière de la caméra. Fait que Pierre Trudeau est en face de moi. Quand que il a fini. Tout a fini, moi, je suis allé le voir tout de suite. Alors, j'ai posé la question. J'ai dit, Monsieur Trudeau, accepteriez-vous de vous passer une entrevue? On est 4 étudiants, puis on aurait une série de questions à vous poser, puis il a accepté. Ah oui. Fait que ça a duré 10-12 minutes peut-être, mais pour nous autres, c'était... c'est quelque chose. Oui, c'est ça, mais ça prend de l'audace. Puis de l'audace, j'en ai eu dans toutes sortes de choses. À un moment donné, à Pointe-au-Pic avec Richard Nixon, je l'ai vu, il était là avec 4 gardes du corps. J'étais avec mon ex-épouse à l'époque. Puis on s'est promené proche du rempart de Pierre, puis je suis allé le voir, puis je me suis présenté, en anglais bien sûr, puis accepté de communiquer avec moi. On a parlé de Bécomo, on a parlé du premier ministre en place à l'époque, sans le nommer. Ça a été... ça devait être Mulroney. C'était Mulroney, Brian Mulroney. Fait que lui, il le connaissait, il en avait entendu parler, puis il connaissait Bécomo. Fait que c'est toutes des choses intéressantes, puis c'était pas la première fois qu'il venait à Pointe-au-Pic. Là. S'il était venu, là, c'est parce qu'il était déjà venu avant. C'était quand même... Comme Clinton, récemment. Là. Oui, c'est ça. C'est des Clinton, gens qui... beaucoup d'Américains venaient à Malbaie, dans le Charlevoix. C'était un site extraordinaire, puis ça a été... Alors, c'est ça. Puis, de l'audace, c'est ça. J'en ai eu à plusieurs occasions, avec les ambassadeurs à Varsovie ou au Costa Rica. Il y a 59 ans, il n'y a pas de retraite en vue, là. J'étais comme à ma semi-retraite, mais dans le fond, je pense que j'ai encore des belles années de travail, là, encore pour moi. Non, ça a l'air en santé, en forme. Oui, je suis en forme, puis ça va bien, puis le matin, ça me fatigue pas de me lever pour aller travailler, puis je travaille avec des gens extraordinaires aussi, là, des gens qui ont des persévérants, là, puis des gens qui ont le goût de travailler. Puis pourquoi Lévis? T'es à Lévis? Lévis, pourquoi Lévis? Lévis, ça a été... Quand je suis arrivé à Lévis, c'était une opposition pour moi parce que j'aimais plus la densité, la ville, etc. Mais à Lévis, je me suis rendu compte que c'était proche de la ville, que c'était plus... C'est la meilleure place pour la voir, en tout cas. Oui, exactement ça. Puis c'est vrai, hein, à Lévis... c'est pas de Québec qu'on voit Québec. Non, c'est de Lévis. Non, puis c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un à l'époque, puis qui m'a amené aussi à ma conjointe d'aujourd'hui, là. Puis c'est une Lévisienne. Lévisienne, oui, Gaspésienne Lévisienne, puis aujourd'hui, c'est ça. Fait qu'on est à Saint-Rédempteur, là, puis... Arrête donc, je suis resté là, moi. Ça fait déjà plusieurs années, là. Ça fait presque 17 ans, là. Ouais. Ah, Saint-Rédempteur. Ouais. Ah, OK. C'est le fun. J'avais une maison sur la rue de Lens, moi. Ah, tu sais. Ouais. Bon. Alors là, on a le portrait. Oui. Je pense qu'on a un portrait là d'un gars, d'un bonhomme qui est arrivé dans la force de l'âge, qui est toujours très actif, toujours très axé sur ce milieu-là, dans ce milieu-là. Mais là, une des choses qui m'a surpris, c'est que tu m'as dit, Cazot, je te suis depuis des années. Là, j'ai fait que tu me dis tout ça là pour être fin, comme on dit. Mais pourquoi un gars comme toi suivrait un gars comme moi, dont le parcours est tellement pas le tien, mais tellement pas, que c'en est affolant. Parce que moi, je t'écoute et tu m'étourdis. J'aurais même pas été capable de te suivre pour prendre des notes, là. D'accord. Tu sais, je suis pas dans ça, là. Je suis tellement pas... J'ai jamais été dans ça. Ça n'a pas de bon sens, moi, les chiffres, puis la finance, puis tout ce que tu viens de raconter là, tout ça, là. Moi, là, si je te laisse aller encore, je vais avoir des boutons. Pas parce que je suis allergique, pas parce que j'aime pas ça, mais parce que ça me fait peur. Ouais. C'est un monstre qui me fait... Ça me fait peur. Ton monstre, ce serait ça, puis me dire, va te battre en Irak. Moi, je pense que j'irais plus me battre en Afghanistan contre les morons qui sont là-bas que de me lancer dans ton domaine, là. Ne serait-ce que parce que je ferais pas 5 minutes là-dedans. Et mon parcours, je veux dire, les gens qui sont à l'écoute le connaissent. C'est un parcours ésotérique, métaphysique, ufologique, aucun Christy de bon sens de rapport avec le tien.
qu'est-ce que... Bon, écoute, je reviens un petit peu juste brièvement quand j'étais jeune. Dans ma chambre, j'avais un gros poster. De moi? Non, pas du tout. J'avais un gros poster, mais c'était la Lune. Hein, avec, tu voyais la Lune avec tous les cratères, puis un beau poster dans ma chambre, puis tu sais, ça me faisait penser à l'au-delà, penser au cosmos, penser à l'univers, au gigantesque de l'univers. J'ai toujours été fasciné par le gigantesque de l'univers. J'ai toujours été fasciné par l'existence potentielle. On appelle ça des ovnis ou peu importe. À quel âge, ça? J'avais 10 ans. J'avais 10 ans. Okay. J'avais 9 ans, 10 ans. OK, c'est cool. Oui, j'ai commencé. Moi, j'ai toujours été fasciné par les sciences. Les mathématiques, les sciences, là, c'est de moi une bibliothèque, là, puis on se perd, là. Tu sais, je suis comblé, là. Il n'y a pas de problème. Moi, ça, c'est mon monde, ça, intérieur, là. Moi, j'aime me remplir de tout ce qui peut toucher les mathématiques, les sciences. C'est pas pour rien que j'étais aussi... j'ai suivi un cours, comme électricien, mais j'aimais l'énergie. Okay. Après ça, mon cours ordinateur automatisme, parce que comment ça fonctionne. Je veux savoir comment que la nature fonctionne. Ça m'a permis de connaître les calculs. Puis ceux qui connaissent ça un peu, ils savent de quoi je parle. Là. C'est faire des calculs, puis de l'énergie. Tu parles des condensateurs, tu parles des transistors, des tyrésistors, des transfos, comment ça fonctionne, les champs magnétiques, tu apprends à connaître un peu. Va te coucher. Ouais. Mon Dieu, je suis perdu. C'est ça. Je suis pas là. Non, mais ça, c'est du fondamental. Hein? C'est du fondamental, mais moi, je suis proche du fondamental. T'es proche de ça. Bon, l'énergie, l'univers, le cosmos, pour moi, c'est aussi du fondamental, mais avec tellement d'inconnus. Tellement d'inconnus, c'est incroyable. Que ça, hein. Il y a dans le cosmos, il y a des énergies qu'aujourd'hui, même avec Albert Einstein, il serait joué aujourd'hui pour en parler, là. Je pense qu'il dirait, j'ai fait des formules, oui, qui sont valables aujourd'hui, mais je pense que je ferais que je refasse mon travail. Parce qu'il y a des énergies que je ne connais non, c'est pas. Ça. Puis que dans ma fameuse formule, là, est égal à MC2, là, il manque peut-être des petites affaires. En fait, Einstein, c'est parce que ce qui me choque un peu, je parle pas de ce que tu viens de dire, là, mais il y a des gens qui disent Einstein, Einstein ne savait pas. Sacrément, donnez-y un break, il est mort en 55. Oui, il a travaillé avec les lâchez-le, là. Mais il était avant-gardiste comme d'autres. D'autres. Je veux dire, c'est comme si on y reprochait de ne pas être en vie aujourd'hui pour dire... Parce que s'il avait pu vivre jusqu'à aujourd'hui, il nous enterrerait encore. Puis il aurait évolué lui aussi, là. C'est bien niaiseux de dire ça. Il y a du monde non, mais je lis ça. Einstein, il était dans le champ. Oh, il était dans le champ. Innocent. Réveil, il est mort en 55. Exactement. Donne-y une chance. C'est stupide de dire ça. Écoute, Jean, j'ai lu un livre, c'était un petit peu... comment je me souviens pas, là, c'était un Norvégien ou un Scandinave, peu importe. Puis c'était les sciences pour les nuls, en guillemets, là. Puis lui, ce qu'il disait, comme dans les années 1600, 1700, il y a quelqu'un qui a calculé la masse avec une précision de 1 centième la masse actuelle de la Terre, qu'on a validé. Ronde ou plate? Ronde. OK. Ronde. D'accord. Ronde. Il a calculé, là. Puis c'était un milliard de tonnes. C'est sûr, la masse et la quantité de matière, ça n'a rien à faire avec le poids. Oui, c'est ça. Mais il a réussi, lui, à calculer ça. Pourquoi? Avec des observations, des repères, puis je lis le livre, je peux te le montrer, là. Ah ouais. C'est extraordinaire. Il y en a qui avaient les notions, puis des façons, des repères, puis d'être capable d'avoir des notions mathématiques pour les amener à faire ce genre de calcul-là. Donc, c'est des gens là, comme Newton, oui, forcément. forcément.
Puis si on parle, il y en a d'autres, grands scientifiques, là, mais Einstein, c'est le plus connu là, c'est ça. Dans l'âge moderne. Ouais. Et on sait qu'après ça, après la physique classique dont tu parles, est venue éventuellement la physique quantique, qui aujourd'hui est ce qui va dominer là, largement dans le domaine, parce que là, on fait des découvertes. Des avancées tout le temps. Des avancées incroyables qui sont en train de remettre en question les certitudes de la physique classique. Et ça, c'est ça qui est la beauté. Oui. Alors moi, à Béjean, là, c'est toujours ça aujourd'hui. Okay. Donc, je fais beaucoup de lectures dans ce domaine-là, à tous les jours ou à tous les soirs pratiquement. Ça m'intrigue beaucoup. Après la pause, là, on va aborder une autre facette. On va aborder une autre facette de choses qui te sont arrivées. D'accord. Et puis, là, on va voir à quel point c'est intéressant qu'une personne qui a vécu une vie comme la tienne peut aussi avoir touché un peu l'invisible, comme on dit. T'sais. Donc, on revient après ceci. CJMD 96.9. La meilleure playlist en ville. La crème de la crème. Rap Québec, 100% hip-hop, l'alternative radiophonique. Vous voulez acheter ou vendre une propriété à Lévis? Il n'y a qu'un nom à retenir. Hervé Pouliot. C'est le courtier immobilier spécialisé dans le marché de Lévis. Quand vous pensez vente de maison à Lévis, pensez Hervé Pouliot. Vous magasinez une propriété sur la Rive-Sud? Hervé Pouliot. Il vous offre même des services gratuitement pour ça. En fait, cassez-vous pas la tête. Pour un courtier immobilier à Lévis, un nom à retenir. Hervé Pouliot. 88 254 2911 ou vous visitez le hervépouliot.com. Auto Rive-Sud, en affaires depuis 25 ans, a un nouvel emplacement. Ah ouais? Ouais, c'est Auto Rive-Sud, tu connais ça? Ben oui, c'est l'entreprise familiale qui vend des véhicules usagés avec le meilleur service, les meilleurs prix puis le meilleur choix à Lévis. Les connais. Ils sont à 2 pas de la station au 50-55 sur le boulevard Guillaume Couture. Parfait, ça. Pas de charge, je peux y aller à pied. Oublie pas leur excellent site Internet pour pouvoir mieux t'informer. Ah ouais? Ah oui, c'est auto avec un S, rivesud.ca. Ben oui, toi. Hey, c'est donc bien beau, ce site-là. Tout est là. Et même le formulaire de financement. C'est pas peu dire. Auto Rive-Sud maintenant au 50-55 boulevard Guillaume Couture à Lévis. Espace Beauté A&K, le nouvel endroit où vous réinventez. Deux jeunes dynamiques propriétaires qui vous invitent à découvrir de nombreux soins en esthétique, ainsi que des services d'extension de cils et capillaires. Ayez le bonheur de découvrir les produits Estéderm. Séance de bronzage sans attente avec un total de 13 lits et une option de spray tan de qualité. Ne tardez pas à venir les visiter et profiter de nombreuses promotions adaptées à vos besoins. Espace Beauté A&K, situé à l'étage supérieur du Maxiform à Lévis, 170 route Président Kennedy, appelez au 418-833-9555. Espace Beauté A&K, l'apparence que vous méritez. Hey, le RINA Saint-Romuald fête ses 10 ans en grand. Obtenez un certificat cadeau de 10 $ pour tout achat de 25 et plus, juste en mentionnant CJMD. Venez profiter du meilleur menu déjeuner, des généreuses tables d'hôtes au dîner comme au souper. Venez prendre du temps de qualité autour d'une bonne fondue à deux. C'est juste 55 $ incluant la bouteille de vin. Et repartez avec votre certificat cadeau de 10 $ en mentionnant CJMD. C'est simple de même. Ça se passe au RINA Saint-Romuald uniquement, 950 de la Concorde. C'est la route qui va vers le Walmart près des Promenades du Sud. Les jeunes familles, attention! L'Espace Fun est de retour du 2 au 6 janvier à 2 minutes des ponts. Pendant les fêtes, vous avez rendez-vous au stade Onco. L'Espace Fun, c'est 65 jeux, dont une tyrolienne, des trampolines Euro-Bungee, un mur d'escalade 3 dimensions, un espace pour les tout-petits et plusieurs autres jeux. Billets en prévente jusqu'au 24 décembre à espacefun.ca. CJMD, la seule radio à Lévis. De retour avec Jean Jazot au Fait Maudit. Fait Maudit. OK, on est de retour avec Michel. Nous sommes à CJMD, évidemment, le 96.9 FM.ca pour capter l'émission directement sur le web. Vous êtes en onde ici, alors donc les gens de Québec le captent sur la fréquence de leur poste de radio, mais on peut le faire aussi sur le web, comme je viens de dire, sur, c'est quoi déjà? C'est 96.9fm.ca
Et pour les gens qui, se disent, écoute, moi, il faut que j'aille faire l'épicerie, là, et je vais manquer 1 heure. Si je fais, à midi, quand l'émission sera terminée, sur le même site web, vous avez le podcast. Alors, vous allez à l'accueil, puis là, vous déroulez, vous descendez ça, descendez, puis là, vous allez tomber sur le podcast de l'émission. Et puis, plus tard dans la semaine, vous irez sur le même site, vous cliquez podcast, et là, vous allez le retrouver en archive, en allant sur les faits maudits. En tout cas, ils ont tout changé ça. Ça allait tellement bien avant. Mais d'accord, là, ils ont changé ça. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée, mais c'est le problème. Puis ils plantent tout le temps en plus. Fait que, bon, je chiale des fois, ça m'arrive. OK, Marcel. Michel, pardon, je t'ai appelé Marcel sur mon site. Ça, c'est une affaire, je vais changer aussi. Bon. Qu'est-ce que tu as eu? C'est quoi la bulle dans le cerveau qui a passé que tu te mettes à suivre mes affaires? Ah, ben écoute. Je vois pas moi, là, je n'étais pas ton. Je comprends si j'avais été un grand financier ou Warren Buffett ou non, quelque chose, je comprendrais, mais moi, dans les UFO puis dans ces affaires-là, non, mais Warren Buffett, là, je le suis, là. Ben, je sais ça, c'est pas pour rien que j'ai dit ça. Il n'y a pas de problème. Non, mais Jean Cazot, pour moi, à l'époque, quand je suis arrivé à Québec, je suis tombé sur le poste, c'est CHRC à l'époque? Oui. Il y avait mon ami, Robert Ross, qui était là, je pense. Non, Robert était au 93. Il y avait je suis allé plus tard. Ouais, c'est ça, un peu plus tard aussi. C'est ça. Puis après ça, il y avait André Arthur, puis il y avait Jean, pour les sports, là, avec les Nordiques à l'époque. Il parlait, comment il s'appelait? Les sports, là. Oui, non, peut-être... voyons. Le seul que je connais, là, c'est le vieux. Ben, écoute, là, quand je t'écoutais... C'est quoi le vieux, là? Ah, Simoneau. Ouais, Marc Simoneau. Marc Simoneau, que j'aimais beaucoup, ses commentaires. Ben, c'est pas sûrement toujours raison, mais il y avait des bons commentaires. Il était même plugué, comme on dit. Puis je pense que quelque part, dans ce temps-là, la radio, c'était bon à écouter. Moi, j'aimais ça. Puis il y avait Jean Cazot. Puis Jean Cazot, je l'écoutais. Pourquoi? Parce que Jean, il allait me chercher un petit peu dans ce qu'il disait, dans ce qu'il faisait, ce qu'il avait vécu, ce qui l'entourait. Puis ça, c'est des choses qui m'animaient. Mais comment? Pourquoi? Parce que c'est de ce que je me souvienne, parce que pas ton monde. Non, c'est vrai, mais pourquoi je suis ici aujourd'hui et comment je participe à ton émission aujourd'hui et du moment de l'époque. Là, on parle dans les années 80. Là, Non. 90. Wow. C'est quand? Non, plus que ça, parce que moi, je suis arrivé à Québec en 98. 98? Bon. Alors, okay. c'est quand même... Non, mais là, je parle de... Ouais, mais toi, à l'époque, quand je t'écoutais, ça est venu de mon intérêt pour la radio, je te parle. Oui. Mon intérêt pour la radio. Quand j'ai écouté tes émissions, mais on voyait, je me trompe pas, il y a des gens qui ont écrit sur Jean Cazot là, dans les journaux. Jean, il a vécu ci, Jean a vécu ça. Je l'ai lu, ça, là. Puis à un moment donné, je suis tombé sur un poste de la radio où ce que tu parlais, puis j'ai écouté des émissions qui, c'est sûr que il y a des émissions là que, ça m'accrochait pas nécessairement, mais de ce que c'est que tu as vécu, puis de la foi en ce que tu avais vécu ou que les autres avaient vécu, ça me touchait un peu. Ah ouais. Quand je dis toucher, ça m'interpellait. Là. Toucher, c'est bizarre, ça. Parce que moi, c'est bizarre parce que tu n'étais pas dans ma, en guillemets, dans ma clientèle. Je n'étais pas dans ta clientèle, mais tu l'as mentionné tantôt, j'ai peut-être vécu, j'ai vécu des choses. Bon, ça, on va y revenir. Ouais. J'ai vécu des choses avec témoins, hein? C'est ça. Avec témoins, qui faisaient en sorte, ça m'intéresse d'en savoir plus. Donc, j'ai créé chez toi un intérêt, malgré le fait qu'on n'est pas du tout de la même, comment je dirais ça, de la même cuisse, là. C'est sûr qu'on n'est pas la même cuisse, mais il y a une partie de ce que qui t'intéresse, qui m'intéresse. Bon. Alors, c'est ça qu'on va regarder, là. Il est à peu près temps qu'on aborde ça, parce que... Bon. J'aimerais qu'on aille dans l'ordre. Et puis, en passant, les gens à l'écoute savent que moi, je ne fais pas de pré-entrevue. C'est-à-dire que quand je reçois quelqu'un, je ne m'assis pas pendant 1 heure avec lui pour savoir qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on dira pas, puis on s'en va là, puis on fait ci, puis on fait ça. Ça, ils font ça à Radio-Canada. Oui, ça, je peux confirmer. Oui, c'est ça. Moi, je fais pas ça.
Moi, on s'est jamais rencontrés, on se connaît pas, on s'est jamais vu. On s'est écrit un courriel pour dire telle date. T'es entré ici, tu t'es assis, on a parlé de je sais plus quoi, mais certainement pas de rien de ce qui t'est arrivé. Pas un maudit mot de ce qui va s'en venir. Je suis donc pas au courant, pantoute. C'est ça. Mais par instinct ou par résonance, comme je le dis, j'ai dit, lui, il s'en vient ici, puis il m'en parle. Alors, c'est ce qu'on va faire. La seule chose que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a des affaires qui sont arrivées quand tu étais jeune. Oui, plus quand j'étais jeune, puis je vais commencer quand j'étais très jeune même, très, très jeune. J'avais peut-être 3 ans, 4 ans, 4 ans. Tu as voulu acheter tes premières actions sur Dow Jones? Non. Puis il m'a dit que non, j'étais loin de ça. À l'époque, sans trop faire de description de ce que, comment est-ce, on était 6 dans la famille. 6, j'avais 3-4 ans. On était 5 dans la famille. Puis, je me voyais, à un moment donné, là, on était 5 dans la famille. Puis, je me voyais sortir, c'était la nuit, je me voyais sortir de mon corps, puis me voir dormir, puis voir mes parents dormir, mes frères et mes sœurs dormir. Tu te promenais dans la maison. Je me promenais dans la maison. Puis ça m'a obsédé pendant quelques fois. Je crois que j'ai vécu ça peut-être 3-4 fois, 2, 3, 4 fois certains. Là, puis si je dis à ton esprit rationnel, mais oui, tu rêvais. Ben c'est ça. Mais au moment que ça arrivait, je me souviens que c'est pareil comme c'est pareil comme si, prends un galon de peinture, mets une tache de peinture noire. OK? Ouais. C'était comme des swirls. Puis promène ton bâton de peinture. En hébreu, on appelle ça des swirls. Oui, OK. Ouais. Alors, tu brosses ton... Puis moi, dans ma tête, avant que ça arrivait, là, c'était comme ça que je me sentais. Oui, je sais très bien ce que tu veux dire. C'est une spirale. Oui, une spirale. Tu rentres comme une vis. Oui. Puis c'est ça que j'ai vécu. C'est ça. C'est même que ça marche. J'ai parlé de ça peut-être 2 fois, 3 fois dans ma vie, 4 fois. J'ai jamais parlé de ça avec personne. J'ai parlé de ça avec mon fils, puis une de mes conjoints. Ouais. Oui, ben lui peut-être, moi non. Pour moi, c'était comme naturel. Non, moi, j'ai jamais fréqué de ça. Non. Moi, personnellement, quand j'ai vécu ça, tout le monde vit ça. Alors, tu te voyais? Je me voyais. Je voyais mon corps dormir. Je voyais mes frères, mes sœurs dans leur chambre. Puis nous autres, dans ce salon, on était 2 frères dans la même chambre. Je nous voyais dormir, puis je voyais mes parents dormir aussi. Il était peut-être 2 heures du matin, 3 heures, je sais pas, là. Mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Puis, mais est-ce que ça t'arrivait souvent? Ou ça m'est arrivé, comme j'expliquais tantôt, je l'ai vécu peut-être 3 fois, 4 fois, là, maximum. Mais à un moment donné, ça s'est arrêté, là, puis... Et toujours vers ça, 3 ans, 3-4 ans. Ouais, 4 ans, là, peut-être. 4 ans. Ouais. T'es jamais sorti de la maison? Non. Jamais poussé? Non, jamais. C'était dans le confort. Dans le style de confort, c'est une maison bien ordinaire, mais confort à chaleur que je parle, là. C'était toujours encadré dans la maison. Tu sais que si t'étais sorti, t'aurais pas eu froid, là. Non, je comprends que je sentais absolument rien, mais je me souviens pas beaucoup dans quel état que j'étais. Je me souviens juste du fait de ce que je voyais. Est-ce que tu te voyais une fois sorti ou tu te voyais sortir? Je me voyais pas sortir. Et tu te voyais pas rentrer? Je me voyais... Non. Je me suis pas vu rentrer non plus. D'où vient la perception d'un swirl? Je sais pas ça en anglais. C'était en amont, ça. Ça, c'était avant que ça arrive, que je me sentais vivre ça. Comme un étourdissement, là. Je dormais, mais c'est comme si, là, c'était comme de la gélatine, puis que tu as de la misère à te sortir de... C'est ça. Tu te sentais pris, puis... Pourquoi tu ris? Parce que je sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est? Ben oui. OK. Là, je me sentais comme immuable, impossible de bouger. C'est ça. Mon corps était pris comme dans... C'est ça. J'étais pris dans mon lit. Je n'étais pas capable de rien faire. Ah ouais. Puis à un moment donné, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai vécu. C'est de même que ça marche aussi. Mais j'ai jamais raconté ça, puis j'ai jamais lu ça nulle part non plus, là. Non. Je me souviens pas d'avoir lu ça nulle part non plus. Ça a continué, il y a eu d'autres choses qui s'est passées. Oui, ça a continué, mais ça, c'est un autre domaine. Je fais rien. Oui, c'est un autre domaine. C'est mon domaine. Oui, c'est ton domaine. Alors, je m'explique, là. J'étais avec ma future femme à l'époque. Oups, on est plus vieux, là. On est plus vieux. On a quel âge? J'ai 18 ans. J'ai 17 ans. Puis on est à Baie-en-Como, là. On est à Bécomo. Boulevard-La-Salle.
coin, pour les gens qui connaissent Bécamo, la rue Smith, là, puis boulevard LaSalle. Jamais allé, là. Bon, OK. Puis, c'est sur le dessus d'une butte. À un moment donné, on marchait à pied, il était comme 10 heures le soir, un samedi soir. Fait que, à un moment donné, je dis, regarde, il y a un satellite qui passe. OK. En quelle année, ça? Je dirais en 75. OK, il y en avait quelques-uns, oui. 75, 76. Il n'y en a pas comme aujourd'hui. 76. Il y en avait quelques-uns. C'est l'année des Jeux olympiques. C'est ça. Je me souviens. 76. Hey, je dis, regarde, on a un satellite qui passe. En disant ça, la lumière, elle arrête. Le satellite en question. Le satellite arrête. Bon, on sait que c'est impossible. Ben voyons. Comment ça se fait que ça arrête? Ça, c'est au moment où tu me regardes. Hey, j'ai dit, c'est pas un hélicoptère, ça, là, on l'entendrait. Qui ou quoi qui peut arrêter comme ça? On s'interroge, on en discute. La grosseur de l'objet, c'est comparable à une étoile, là. Parce que les satellites, c'est comme ça. Oui, c'est ça, exactement. C'est la grosseur d'une étoile. Puis c'est difficile, par exemple, Jean, tu vas me poser la question, à quelle distance tu penses que c'était... Non, je te poserai pas cette question-là. C'est impossible à évaluer. Il n'y a pas de repère visuel. Exact, je suis pas capable. Je suis pas capable de l'évaluer. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que quand on a arrêté, quand on a identifié, puis qu'on a arrêté de marcher, ça l'a arrêté. C'est ça. Écoute bien, on s'est mis à marcher, ça l'a avancé. On a arrêté, ça l'a arrêté. Fait que moi, je connaissais quelqu'un, là, à Bécamo, qui, lui, il était dans l'ésotérique, là, puis puis on s'en allait dans cette direction-là. Ben, j'ai dit à ma copine à l'époque, ma future, j'ai dit, on va aller chez lui, puis on va aller lui parler de ça. Fait que la chose nous suivait. Mais à un moment donné, il y avait une butte, puis on l'a perdu, je t'avoue, là. On l'a perdu parce que ça allait comme continuer en arrière de la forêt, là, proche de l'église à Bécamo, Saint-Nom-de-Marie. Mais, quand même, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on a vécu. Là, avec témoin, je n'étais pas tout seul, là, avec témoin, mais c'est le phénomène là, que je peux t'expliquer. Il m'est arrivé aussi un autre phénomène. Au cégep. On était une quinzaine à l'époque. Ça, c'était en 77. Non? 77. Alors, on est au mois d'octobre, vers la fin d'octobre. Il est 5h15. On attend l'autobus pour retourner à Bécamo. Bon. Puis, on est une quinzaine. Entre le cégep, t'as la rivière Manicouagan, il y a Pointe-le-Bel de l'autre côté, puis à un moment donné, il arrive une boule de lumière entre les deux rives. À quelle hauteur? À peu près... Hauteur des yeux, ou il fallait... À hauteur des yeux au cégep, mais à hauteur du niveau de l'eau, c'est peut-être 1000 pieds, 1500 pieds, même pas, je te dirais. Puis stationnaire pendant au moins 1 minute. Tout le monde, les 15 qu'on était là, tout le monde a vécu ça, les professeurs qui étaient là, puis l'autobus n'était pas encore arrivé, mais elle s'en venait, on la voyait s'en venir. Qu'est-ce que c'est une boule de lumière? Ben, c'est de la... Sors l'analyste en toi, là. Ouais, OK. Ben, moi, ce que je dirais, c'est... Tu vois qu'il y avait de la densité. Okay. C'était pareil comme... prendre une boule de watts d'une certaine grosseur, que je te dirais, la grosseur, ça aurait pu avoir, je sais pas, moi... OK, je vais t'aider. Imagine une pleine lune. Une pleine lune, là, tu sais ce que c'est, une pleine lune? Ben, tout à fait. Non, mais de souvenirs. Imagine-la là, en haut là, de tout petit. ça. Là. C'était plus petit. Bon, c'était plus petit qu'une pleine lune. Oui. OK, c'est ça que je veux savoir. Plus petit. OK. Plus petit, beaucoup plus petit, là, je te dirais... plus petit, mais stationnaire, hein? Quand c'est arrivé comme ça, puis stationnaire pendant 1 minute. Et c'était dense. Mais tu voyais... C'était assez gros pour qu'on dise pas une tache, mais un cercle. Un cercle. C'était sphérique. C'était sphérique, mais on pouvait dire une boule avec une densité, puis avec la lumière. OK. Lumière de quelle couleur? C'est le fluorescent blanc, couleur blanche. D'accord, blanc-bleu, là. Blanc-bleu. C'est ça, blanc-bleu. C'est ça qu'on a vu pendant 1 minute. À un moment donné, ça a parti comme rien. Mais ça a parti en haut? Non, ça a parti disparu. Pouf, pouf. Ouais. C'est éteint. Ça s'est éteint. Wow. Ouais. Ça n'a pas parti comme une flèche. Là. Non. Ça a parti éteint. Et ça, tout le monde l'a vu. On était facilement 15 personnes, 10-15 personnes. Moi, c'est 15 personnes. Et c'était suffisamment impressionnant pour que tout le monde regarde. Ben, tout le monde a regardé. C'est ça.
Tout le monde regarde. Parce qu'on était en avant là, de l'entrée du cégep. Fait que tout le monde, il y avait des gens qui circulaient, mais nous autres, on attendait l'autobus. Puis en dessous de ça, il y avait quoi? Il n'y avait rien. C'était le vide. Non, mais je veux dire, ça donnait... C'est l'eau, la rivière Manicouagan. Oh shit, OK, je comprends. Alors, c'était pas un poteau? Non. C'était au-dessus de la rivière ce qu'on voyait. Ouais. OK. Ouais, franchement. Alors, c'est ça. C'est les expériences que j'ai vécues. C'est sûr que ça m'a intrigué beaucoup. Après ça, j'ai lu, ça m'a intéressé. J'essayais de... Quand ils en parlaient dans les journaux, parce que dans ce temps-là, Internet n'existait pas. Là, non. Fait que j'ai lu beaucoup au cégep, puis dans les journaux, j'ai gardé un intérêt pour ça tout le temps, là, dans le fond. Mais ça a été la dernière fois, là. Ça a été la dernière fois, oui et non. Pourquoi tu ris? Parce que après ça, c'est parce que j'ai vu d'autres choses, mais il n'y avait pas de témoins. Fait que c'est pas grave, ça? Non, j'ai vécu... Tu penses-tu que les gens qui viennent ici ont toujours un témoin? Je travaillais à Port-Cartier sur un chantier, puis à un moment donné, je travaillais de nuit. Fait que à 6 heures, il fallait aller manger pour commencer à travailler. Le quart de travail commençait à 8 heures, là, donc tu allais manger à 6h30, là, 6 heures. À peu près, moi, c'était 6 heures. Puis, à un moment donné, j'étais avec quelqu'un dans ma chambre, où ce qu'on logeait, là, c'était un camp, il appelait ça la Cralée, là, sur la construction. Puis, c'était le soir, au mois de novembre, peut-être début novembre. Puis, à un moment donné, parce qu'il y avait ces boiteux, là, les terrains de chantier de construction, mais ils ont fait des passerelles de bois. C'est ça. Fait partir des chambres ou des loges pour les travailleurs, puis se rendre à la cantine, la Cralée, il faut que tu passes par l'extérieur, puis tu marches sur des passerelles de bois. C'est ça. Mais, pas loin, il y avait une sous-station électrique. Puis à un moment donné, pouf, toutes les lumières se sont éteintes. Toutes les lumières. Puis à un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Puis à un moment donné, je voyais comme une lueur au-dessus de la station électrique. Il est allé se nourrir, ouais. Ce que j'ai vu quelque chose, une lumière au-dessus de la station électrique. Ça a duré pas longtemps, 20 secondes, quelque chose comme ça. Après ça, moi, je suis allé à Cralée, je suis allé voir mon collègue. J'ai dit, t'as-tu vu les lumières fermées et tout ça? Eux autres, ça n'avait pas fermé, par exemple. Il dit non. Il y avait une génératrice, eux autres? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a toujours intrigué. Mais eux autres, tout l'autre secteur, c'était fermé. Mais c'était sectorisé. Probablement, c'était sectorisé. C'était sectorisé, peut-être, exactement. Ouais. Mais eux autres, non, la cantine, il y avait peut-être une centaine de travailleurs là, qui étaient en train de manger. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu, eux autres. Fait que je suis resté ça mort. Alors, c'est correct, puis j'ai jamais parlé de ça. Mais c'est arrivé. Mais c'était pas une lueur électrique que tu as vue. C'était pas une lueur électrique. Non, c'était d'autres choses. J'ai vu quelque chose, mais j'ai pas vu... Comme une boule, une forme? Non, c'est plus une forme. C'est plus une forme. Mais c'était pas une forme de bonhomme carnaval, ou une forme de quoi? C'est une forme sphérique, là. Pas sphérique. Un disque, je te dirais. Plus un disque. Mais écoute, là, j'ose même pas en parler plus parce que ça fait longtemps, puis j'ai perdu un peu le focus de ce que ça aurait pu être. Mais ce que je sais que j'ai vu, c'est la perte d'énergie au niveau de l'éclairage, de l'électricité. J'ai vu une lueur au-dessus de la sous-station électrique. Puis quand je suis arrivé dans la cantine, c'est qu'il y a personne qui s'est rendu compte de rien, puis j'étais tout seul dehors. Fait que j'étais tout seul, pas de témoin. Alors c'est difficile pour moi de aller plus loin que ça, puis j'irai pas plus loin que ça parce que je me suis pas questionné plus que ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu as comme perception de cette espèce d'au-delà dont tout le monde parle? C'est-à-dire que un jour, tu sais que tu vas t'éteindre, comme tout le monde. Tu vas partir. Oui. Où tu vas aller? Mm-hmm. Qu'est-ce qui va t'arriver? Ça touche les croyances, la foi, la divinité, etc. Écoute, moi... Je te demande pas ce que tu as appris à l'école. Je te demande ce que tu penses. OK. Moi, ce que je pense, c'est... Ou plus simple, là, ça serait tu nais poussière et tu deviendras poussière. Et plus rien. Je crois qu'il y a un être supérieur quand même. Ça, je peux pas le nier. Ça, c'est ton côté déiste. Ouais. Je crois qu'il y a un être supérieur. Okay. Je crois que l'âme existe aussi. Je crois qu'il y a une proximité entre l'âme et les âmes
et ton corps. Ça, je crois à ça. Uh-huh. Alors, qu'est-ce que poussière vient faire dans ça? C'est ça. Ça marche. Alors, oui, je sais. Il y a un petit paradoxe. Oui, il y a un paradoxe. Il y a deux Michel. Oui, il y a un paradoxe, puis je l'avoue. Puis c'est pas que je suis teinté de deux couleurs là-dedans. Ça se peut-tu qu'il y a une partie de toi-même qui pense quelque chose, puis l'autre qui a été forgé, puis qui a été rationalisé, puis est encore en vie malgré tout. Les deux je vais t'expliquer pourquoi que ça peut être ça. Moi, je peux pas me parler de poussière puis d'âme en même temps. Tantôt, un peu plus tôt dans l'émission, on parlait de l'univers, on parlait du cosmos. Mais on parlait aussi d'un petit gars qui sort de son corps. Fait que ça veut dire que quand il était au-dessus de son corps, c'était pas son cerveau, là. Non, il suivait pas, il était allé en bas, là, lui. Non. Fait c'est quoi cette patente-là qui sortait, là? Écoute, moi, je suis toujours dans l'interrogation, là, puis c'est parce que j'ai pas la réponse, hein, j'aurais toujours aimé la savoir. C'est pas pour rien que je continue à m'instruire dans ce domaine-là, puis être à l'affût un peu d'informations, mais ce qu'on peut comprendre aujourd'hui, c'est que ça, c'est mon point de vue, là, c'est moi, là. L'univers, ça s'est créé, mais ça s'est pas créé tout seul. Ça, je le crois. C'est impossible. C'est impossible. C'est ça. L'harmonisation du développement de l'univers. Il a fallu que ce soit supervisé. Oui, mais attends un peu. Je vais descendre dans le plus petit aussi. Allez donc. Ça se peut pas que les cellules, dans le plus petit, du plus petit, du plus petit, que ça se soit organisé sans qu'il y ait une divinité, une volonté. Une volonté, oui, c'est tout à fait. Puis, ça se peut pas non plus que, si on prend Darwin avec la théorie, hein, si on prend Darwin avec le développement des êtres vivants, de la faune, de la flore, puis que ça se soit développé à tel point que des êtres qui sont déplacés d'un continent à un autre, avec des températures, des environnements, d'une subsistance différente pour être capable de se constituer puis de continuer à croître. Qui n'est pas juste de l'évolution, mais qui a aussi... Quand tu parles comme ça, là, je constate qu'il y a un déisme latent là, qui est là. Déisme par opposition à théisme. Théisme étant religieux, la religion puis le niaisage. Athée est le contraire de oui, puis c'est ça. Mais en général, les gens sont déistes, c'est-à-dire qu'ils ont une connaissance intérieure de quelque chose de plus qu'eux autres mêmes. Ouais. Bon. Toi, tu as appelé ça une force supérieure. En général, c'est le terme qui revient le plus souvent. Les gens n'aiment pas dire Dieu, parce que Dieu a été récupéré par les religions. Alors, quand on dit Dieu, ben là, on a l'impression c'est de la religion. J'ai un livre qui s'en vient que sur ça. Donc, toi, tu as un déisme latent. Ça, c'est très clair. Mais je vais aller plus loin que ça, moi. Je veux savoir, moi, où tu te situes, toi, personnellement, dans ça. C'est-à-dire, je vais te dire une phrase, puis tu me diras ce que tu en penses. D'accord. Moi, j'ai une devise. Tu sais, comment est-ce qu'ils appellent ça, la petite bannière en dessous des armoiries, là. Je me souviens. Oui, je me souviens. Oui. Je me souviens, ça, c'est la devise québécoise. La province de Québec. La province. D'un océan à l'autre, toutes ces affaires. Il y a un nom à ça. C'est ça des devises. C'est une devise? C'est le nom, hein? Ouais, je me souviens, c'est une devise. Oui, une devise. Bon, en tout cas, je ne sais pas si les gens ont des devises personnelles, là, mais en tout cas, moi, j'en ai une. C'est esprit d'abord, humain ensuite. Mm-hmm. Moi, je dis, puis je veux juste que tu me dises ce que tu en penses de ça. Comment est-ce que tu captes ça? Moi, je dis que je suis d'abord un esprit, là, qui vit depuis des milliers, des milliers, des milliers d'années et qui, de façon périodique, entre à l'intérieur d'un corps qu'on appelle, et c'est l'incarnation, ça vient du latin incarné, carné, qui est de la viande, finalement. Là. On se viandise, on s'incarne, on vit, une existence. Quand cette existence-là est terminée, ben le corps se désagrège, puis là, l'esprit sort de la gélatine dont tu parlais tout à l'heure, là. Il s'extirpe de ça,
et il revient un peu comme chez lui, il continue, il gosse, puis à un moment donné, au bout de X temps, il décide, il revient. Et cet esprit-là accumule de nombreuses vies, dont celle-là que tu as présentement sous le nom de Michel Petitgrou. Est-ce que ça te choque? Est-ce que ça fait du sens? Comment tu perçois ça? Je vais t'expliquer, moi, comment est-ce que je vois ça. OK. Puis, peu importe les théories. Première théorie. OK? Puis, première théorie, là, si l'humanité, à son origine, deux êtres, hommes et femmes, à l'origine. Bon, ça s'est multiplié, on est rendu presque à 8 milliards sur la Terre. Tout de suite là, ça amène un raisonnement. Pas nécessairement, parce que... Attends un peu. Pas nécessairement, parce que là, tu parles comme s'il y avait rien qu'une planète d'habiter. Attends un peu. OK. Oui, je suis d'accord avec toi. Hein? Je suis d'accord avec toi. Okay. Mais ça amène un raisonnement. Puis, oui. On n'est pas dans Là, je t'amène pas dans la compréhension. Je te parle de segments. On essaie de comprendre les segments. Si on prend des civilisations égyptiennes, asiatiques, je parle des Chinois, je parle des Japonais, je parle je te vois en Inde. Chacune des civilisations ont vécu des principes, comment dirais-je, des principes ou des croyances. Puis ça a duré des millénaires et des millénaires. C'est beaucoup plus loin de ce qu'on a vécu, nous autres, dans le judéo-chrétien, comme on a vécu aujourd'hui. Mais par opposition, une religion par rapport à une autre, là, je parle pas de... Je parle juste de ce qu'on... des millénaires. Hein. On est loin, là. On est loin parce que si tu prends les civilisations asiatiques, à mon sens, à moi, là, eux autres, ils sont, d'après moi, plus proches, parce qu'ils vivent encore, là, une proximité avec le monde intérieur, avec un attachement spirituel. Bon, mais là, tu me réponds pas en tout. Non, je te réponds pas parce que à tu t'éloignes, là. Tu m'emmènes en bateau. Est-ce que je crois... Laisse faire les Chinois. Je veux savoir ce que toi tu penses. Non, c'est parce qu'à quelque part, là, moi, je suis divisé un petit peu, puis je suis pas tranché. Ah, OK. Je suis pas tranché. Je peux pas être tranché. J'ai pas... Puis je te le dis, là, je peux pas être tranché parce que j'ai pas... il manque des éléments, peut-être de foi. Il manque des éléments peut-être de croyance. Ou il manque des éléments qui... OK. Ce que je t'ai dit, je te demande pas si tu y crois. Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'il y a une logique dans ce que je t'ai dit? Oui, il y a une logique parce que... il y a une logique. Je l'ai expliqué un peu tantôt. Là. Il y a une logique parce que tu as un lien avec ton corps, c'est sûr. Tu as un lien parce que tu peux parler avec ton corps. Tu as un lien parce que tu as une âme, puis tu as ton monde intérieur. Tu as un monde intérieur, en principe, quand il est sage. Tu as une sagesse intérieure. C'est ça. Moi, est-ce que quand tout à l'heure, je t'ai dit esprit, je suis un esprit, ça, je peux comprendre que sur le plan du vocabulaire, il y a peut-être un petit mur qui s'est érigé parce que ta culture, à toi, le mot esprit n'a pas à faire avec ça, c'est une âme. Parce que tu utilises un terme qui est une âme parce que tu le veuilles ou non, que tu sois théiste ou pas, tu as subi, comme tout le monde, la culture religieuse. Alors, on a toujours dit, l'homme a une âme, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Sauf que moi, je n'utilise pas ce mot-là. Je suis pas en théologie, là. Non, ben c'est ça. J'utilise pas ce mot-là parce qu'il est trop religieux. Et quand on parle d'une âme, on parle de quelque chose que tu peux perdre si tu as le malheur de faire des péchés. Si tu fais des péchés, tu vas perdre ton âme. Alors, c'est pour ça que je parle pas de ça, parce que c'est du maudit niaisage. Je suis d'accord. Alors, je mets l'âme de côté, ce terme-là, je le discarte complètement, et j'utilise plutôt un terme différent qui est esprit dans le sens spirit en anglais, et non pas mind. Alors, tu sais, il y a une différence. C'est pour ça que quand je l'écris, il y a toujours un E majuscule, parce que sans ça. En français, il n'y a rien qu'un mot pour l'esprit spirituel, puis je sais pas, l'autre terme, quand on dit il y a un bel esprit, ce gars-là, ou ces affaires-là, ça, c'est un peu petit E. Tandis qu'en anglais, c'est le fun, parce qu'ils ont le mot spirit,
qui est une entité, puis le mot mind, qui est l'esprit. C'est choquant, parce qu'en français, on se posait une belle langue. Puis, c'est exact. Il nous manque, il manque un mot. Il manque un mot. Il manque un mot pour faire la différence. C'est ça. Mais par contre, c'est plate, ça, mais c'est pas ça. Quand c'est écrit, c'est pas pire, parce que je mets un majuscule, mais quand j'en parle, il peut y avoir confusion. Alors moi, quand je parlais d'être un esprit, je parlais d'être une personne, une vraie personne. Je suis une personne, une conscience qui est là, qui est celle de Jean Cazot, mais qui a déjà été pas Jean Cazot, lui. Lui, il est né en 50, puis il va mourir éventuellement, ça va être fini, là. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, cette conscience-là, a vécu d'autres vies et va en vivre d'autres. Ça te choque-tu? C'est ça que... Non, ça peut pas me choquer. Je vais aller plus loin que ça. Tantôt, je parlais de l'origine, de la vie, etc. Là. Bon, l'origine de la vie, moi, je crois beaucoup... l'origine de la vie, là, c'est pas juste la Terre pour dire que tout... J'ai un article sur mon site là-dessus. Le hasard, on oublie ça. Là. Ouais. Bon. Ben, le hasard. Attention, le hasard, parce que tout ce qui est tombé, par exemple, que ce soit des comètes, des astéroïdes qui sont tombés sur la Terre ou qui sont en contact avec la Terre, même s'ils n'ont pas touché la Terre, il reste que quand même, il y a des particules, puis on sait qu'il y a des êtres vivants dans des milieux très hostiles, que ce soit de la chaleur ou le froid intense, peuvent survivre quand même. Des extrémophiles. Oui, exact, ça existe, puis ça donne la vie. Donc, mets ça en relation avec d'autres cellules qui existent déjà sur la Terre. C'est ça, mais sauf que le hasard, lui, étant synonyme de chaos et de désordre, parce que le hasard, c'est toujours à recommencer. Oui. Je veux dire, les hasardeux, comme je les appelle, qui pensent que tout est venu du hasard, là, ils sont dans le champ. Là. Ils ont juste à s'acheter des billets de loterie. Ils vont savoir c'est quoi le hasard. C'est pas parce que tu en achètes 5000 que tu as plus de chances d'en gagner. Tu vois? C'est toujours à recommencer. Avec ce que tu viens d'expliquer, ça, le hasard du hasard, dans le fond. Okay? Parce que c'est comme ça. Oui. Alors, le hasard du hasard, je suis plus là-dedans que dans la structure d'une pensée pour dire que c'est programmé. Tu sais, c'est programmé. Moi, je crois pas nécessairement à la programmation. Moi, je pense plus que, oui, il y a un être supérieur parce qu'il y a eu une création en tant que telle. C'est ça. Il y a une création. C'est ça. Est-ce que l'esprit dont tu parles avec le grand E fait partie de la création? Je dis oui. Pour moi. C'est ça. Alors, je dis oui. C'est ça. C'est pour pas être athée ou théiste ou peu importe. Non, j'aborde dans le même sens que toi là-dessus. Puis c'est ça qui m'accroche dans le fond, à essayer de savoir, à essayer de comprendre. Puis tout ce qu'on parlait tantôt là, dans les observations à gauche, à droite, quand tu y penses, comment ça se fait que on peut avoir de la visite de d'autres civilisations ou des phénomènes, on peut appeler ça des phénomènes aussi, quand qu'aujourd'hui, tu sais qu'à 200 années-lumière, je sais pas si je me trompe, il y a peut-être une galaxie qui est à peu près à 200 années-lumière, semble-t-il. Ils sont plus loin que ça. Peut-être un peu plus loin, mais en tout cas, peu importe. C'est que il y a 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie. On en a assez juste avec ça. Là. Oui, mais à quelque part, il y a peut-être une planète ou une étoile ou un... Peu importe. Puis peut-être qu'il y a de la vie là. Mais ça, attends, on va y revenir parce qu'on a une autre pause qui s'en vient. Parfait. Et puis, on va attaquer ça qu'on en parle. OK, on va attaquer ça. Oui. CJMD 96.9. La seule station sur la Rive-Sud. C'est l'alternative radio. Vous êtes propriétaire d'immeubles locatifs ou souhaitez le devenir. Vous n'avez plus le temps, vous êtes découragé et vous souhaitez vendre. Prenez le temps de contacter Gestion Bloc et de discuter avec nous des possibilités qui s'offrent à vous. Notre priorité chez Gestion Bloc, le client. On s'adapte à vos besoins. Que ce soit pour une gestion complète ou pour la perception de loyer, des travaux d'entretien, des cas de régie du logement et de la location, la compagnie qu'il vous faut, c'est Gestion Bloc. Fort d'une expérience de 10 ans et de notre personnel passionné, Gestion Bloc est la gestion immobilière à contacter. Situé à Lévis, au 4822 boulevard Guillaume Couture, à côté du Floralie Jouvence. Gestion Bloc, la référence en immobilier sur la Rive-Sud et la Rive-Nord. 418 903 5585. 418 903 5585.
C'est le temps des pneus! La meilleure place, c'est Automobile Prestige DG. Meilleur prix, meilleur service, efficacité et rapidité. 88 406 34 34. Remise postale de 70 $ à l'achat de 4 pneus Toyo. Payez un pneu par mois avec accordé. Installation gratuite à l'achat de 4 pneus neufs. Vous n'aurez même pas le temps d'écouter CJMD à votre goût dans la salle d'attente. Ça va vite. Auto Prestige DG, 6006 Boulevard Sainte-Anne. Juste passer les chutes Montmorency. 2 pas du centre-ville. La meilleure place pour les pneus. Fier partenaire de votre alternative radio. Maxiform Fitness, un gym complet. Maxiform Fitness à partir de 29,99 $ par mois. 29,99 $ par mois. Avec un abonnement annuel. Avec ses 5 succursales ouvertes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, vous retrouverez une salle de performance, une halte garderie, des cours de groupe avec professeurs. De plus, une équipe d'entraîneurs professionnels sont à votre disposition. Pour seulement 29,99 $, Maxiform Fitness, c'est votre gym. Maxiform, des succursales à Lévis, Saint-Apollinaire, Charny, Sainte-Foy et Québec, ou visitez le www.maxiform.com. Salut Lévis, ici Octoplot. On est très content de vous présenter notre deuxième album, Le Démon Normal, en espérant vous visiter le plus bientôt possible. Et CJMD demandé quelle radio entendre, ben ce serait CJMD. Lévis. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entr'ouverte d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréelle. AM, l'école du micro d'argent. Le classique des classiques hip-hop revient sur scène. Une musique pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions. Le 30 juin 2018 au Centre Vidéotron. AM. Avec invités spéciaux. Eman, Evelooper et Rhymes. Billets en vente le samedi 18 novembre à midi sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Une production Live Nation et Gestev. La vie est courte, les délices du bonheur substantiel. La mort frappe l'oiseau, assassiné en plein ciel. Faut que je passe au cluster! C'est le temps d'acheter vos billets pour la prochaine saison de spectacle Hommage du Cluster Bar Spectacle. Votre scène à Lévis. C'est aussi le temps d'acheter vos cadeaux de Noël. Faites-vous le lien? Le 10 février, Hells Bells, hommage à AC/DC. Le 10 mars, Black Dog, hommage à Led Zeppelin. Le 7 avril, SRV Tribute Blues Band, hommage à Stevie Ray Vaughan. Le 12 mai, Cosmic, hommage à Janis Joplin. Le tout pour juste 40 $ si vous achetez avant le 5 janvier. Ça vaut minimum 80. Passez au cluster 93 20 Guillaume Couture, cherchez ça, ou sur lepointdevente.com. Tout un cadeau de Noël pour les Triple Rocks. Vous pensez changer de voiture? Vous magasinez une voiture Auto Centre-Ville. Tous les autos qui sont vendus sont garantis 12 mois, 15 000 km. Les voitures sélectionnées sont remises à neuf et inspectées minutieusement. C'est pas pour rien que l'AMVOC s'en va les certifier avec un sourire d'en face à chaque année. Ça fait 30 ans qu'Auto Centre-Ville vous vend des voitures usagées qui sont complètement remises à neuf. Les gens choisissent Auto Centre-Ville parce que c'est un service familial personnalisé. Vous êtes pas capable de vous rendre au garage? On va aller vous chercher. Vous êtes pas capable de prendre possession de votre voiture? On va vous la livrer à la maison. Il n'y en a pas de problème chez Auto Centre-Ville. Il n'y a que des solutions. Si vous avez un problème de crédit, première chance, deuxième chance, troisième chance, vous en avez plus de chance. Chez Auto Centre-Ville, on va vous en créer une. Tous les gens sont financés. Auto Centre-Ville, 847-95-57, autocentrevillequebec.com. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Ufologue et métaphysicien depuis 50 ans, il est l'auteur de nombreux ouvrages dans ce domaine et disponible partout. Alors, Michel, qui est avec moi aujourd'hui, qui est un monsieur qui a... c'est un monsieur, parce qu'il a 59 ans, c'est pas un enfant, là. Ce monsieur-là qui a vécu... dans le domaine de la finance. Moi, je résume ça de même, là, tu sais. Un domaine très rationnel, très mesuré, très quantifiable, qui demande un esprit qui est un esprit avec un petit E, là, on s'entend. Un esprit qui est axé sur
sur les chiffres, les mathématiques, ainsi de suite, commande une attitude dans la vie qui s'éloigne quelque peu, disons, de ce qu'on pourrait appeler des considérations ésotériques, métaphysiques, ufologiques et autres. C'est bien normal aussi, tu sais. D'ailleurs, j'en suis la preuve vivante parce que, n'étant pas du tout dans ce domaine-là, et j'y comprends rien, puis ça me fait peur. J'ai bien plus peur de ton monde que tu pourrais avoir peur du mien. Mais ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est de démontrer qu'on peut être comme tu es, sans être complètement bouché face à mon monde à moi. Et tu nous as expliqué un peu certaines expériences que tu as vécues et tu les as interprétées comme étant quand même des expériences d'ordre métaphysique. Je parle plus particulièrement à tes sorties extracorporelles quand tu étais petit et que tu n'attribues pas tout simplement à « Ah, je rêver, puis c'est fini ». Tu sens qu'il y a un peu plus de profondeur dans cette expérience-là. Et ça c'est un premier point que je veux faire valoir. Mais là, on s'interroge parce que tu as eu des observations aussi plus physiques, celle-là, avec témoins, d'objets qui, de toute évidence, là, correspondent pas à des manifestations naturelles et correspondent pas non plus à des phénomènes physiques connus, comme un satellite qui s'arrête, là, ça n'existe pas. Une boule, comme tu as vu, une sphère qui vient se placer là au-dessus de la rivière, telle que tu l'as décrite, avec 15-20 témoins, c'est pas une hallucination, ça non plus. De toute façon, les hallucinations, c'est un autre deal, ça. Alors, t'as vécu des choses, et là, pour le temps qu'il nous reste, oh mon Dieu, c'est une belle chanson, ça. Pour le temps qu'il nous reste, je veux savoir ta perception de la vie dans l'univers. Je veux dire, c'est réglé, ça, là. On n'est pas tout seul, là. Oh, on n'est pas tout seul. Juste avec la théorie, justement, tu parlais des mathématiques, juste avec la théorie, parce que ça a été calculé, mesuré par, peu importe les scientifiques, peu importe... tu peux prendre ta calculatrice aujourd'hui toi-même, puis c'est juste une question de zéro, là, mais prends une calculatrice avec un exposant, je sais pas, moi, mais 19, mais 40 ou mais 60 zéros, puis tu extrapoles après ça en donnant des probabilités, puis tu vas te rendre compte que tu es encore dans les milliards. Ben c'est ça. C'est encore dans les milliards. On sait que la loi de l'unicité, c'est réglé. Si tu trouves une rose, il y en a d'autres. Oui. Si tu sors une truite d'un lac, il y en a d'autres. Oui. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Oui. Il n'y a pas d'unicité dans l'univers. Il n'y a pas une affaire qui est tout seul à exister, pas d'autre, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas eu avant, il n'y en a pas d'autre après, c'est la seule et unique. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Alors, une planète habitée avec la vie intelligente qui serait seule dans l'univers, ça n'existe pas. Pas plus qu'une seule rose sur la planète. Bon. C'est pas compliqué, là. Tu sais que ça fait pas des années, ça fait quelques années seulement que les exoplanètes sont connues, font partie maintenant de... Puis, à 3000, puis ceux qui croyaient à ça, il y a une certaine époque, c'était des ésotériques, là, ou presque. Oui. OK. Mais aujourd'hui, c'est un fait connu, puis c'est des par milliards, là, mais là, on a identifié, parce que c'est les outils qu'on a, c'est la technologie qui nous permet pas d'aller plus loin, mais, non, mais ça va venir. Juste dans le champ, prends un télescope qui avec une pointe, si tu prends une pointe d'une aiguille, puis mets-la à quelque part avec un télescope, mais en arrière de cette pointe d'aiguille-là, se cachent des milliards de galaxies. C'est ça. Des milliards et des milliards. C'est une pointe d'aiguille dans un 360 degrés qu'on parle. Il faut presque être innocent pour dire qu'on est tout seul. Là. Ben, je pense qu'à quelque part, là, il faut s'ouvrir les yeux, il faut s'ouvrir l'esprit avec le petit E, peut-être. Ou... Si je pars de là, si je pars du principe que, donc, il y a bien de la vie. Oui. Est-ce que je charrie si je dis elle n'est pas tout arrivé en même temps? Non, elle n'est pas tout arrivé en même temps parce que il y a des vies plus anciennes. Il y a des vies plus anciennes, puis il y a des vies plus récentes. Effectivement, oui, je suis... Ça va, ça? Oui, ça va. C'est une belle théorie. Là. Est-ce que si je pars de ce principe-là, en disant qu'il y a une vie plus ancienne, on va s'occuper de celle-là, parce qu'une vie qui serait arrivée en même temps que la nôtre, ben, les gens seraient un petit peu comme nous autres, on est. Oui, c'est ça. Se dépendant de leur histoire, là, c'est évident.
Parce que nous, on a été retardés considérablement par des guerres et des guerres, ce qui fait qu'aujourd'hui, on investit beaucoup plus dans l'armement que dans la découverte. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Si on avait mis l'argent dans les envolées spatiales qu'on a mis... On en met déjà beaucoup, mais... Non, ça pourrait être plus. Regarde, le budget annuel de la NASA, c'est 20 milliards. Ouais, le budget du Pentagone, c'est 546 milliards. Oui, je sais. Mais partant, tout de suite, là. Oui. Alors, c'est ça qui est ça. Mais on peut présumer que des gens qui auraient eu des civilisations qui auraient, comme nous, à peu près 10-12 000 ans d'existence top, pas plus, sont rendus à la même place que nous autres. Mais on peut imaginer qu'il y a des civilisations qui sont toutes jeunes, là, qui sont peut-être encore à l'âge de la barbarie, là, comme on a connu avec les Égyptiens et les Romains. Exact. Mais il y a peut-être des civilisations qui ont 20, 30, 40, 50 000 ans d'avance sur nous. Est-ce que tu es d'accord à dire qu'ils seraient mauditement plus en avance ou les chances sont élevées qu'ils soient mauditement plus en avance? Si on part du principe qu'il y a eu un Big Bang, il y a 14 milliards d'années, puis qu'il y a eu un point d'origine, puis que s'il y a eu un point d'origine, puis que la croissance de l'univers à partir du point d'origine fait en sorte qu'il y a des systèmes qui se sont créés puis développés un en arrière de l'autre, pas tout en même temps, un en arrière de l'autre. C'est ça. Pourquoi? Ben, c'est simple. C'est à cause de la concentration de l'énergie, de la gravité, la chaleur aussi de ton système, les gaz qui prennent de l'expansion, qui refroidissent, puis après ça, qui créent des systèmes... Alors, il y aurait des systèmes beaucoup plus vieux, c'est ça, que le nôtre, puis beaucoup plus jeunes aussi. Exact. Et forcément, la possibilité, donc, que des civilisations aient atteint un degré de technologie. Et là, je te pose la question, est-ce que je charrie en disant que leur technologie serait tellement plus avancée que la nôtre qu'on ne pourrait même pas l'expliquer, ni la comprendre? Bon. Oui, je suis obligé de dire oui. Pourquoi? Bon, on sait que si tu prends, par exemple, une feuille de papier puis que tu la froisses un petit peu, là, sans faire une boule de papier, juste la froisser, tu vois que tu pourrais mettre des planètes là, ou des points ou des galaxies sur un tracé linéaire, là, quadrilatère, si tu veux mettre des galaxies. Tu vas t'apercevoir qu'il y a une distorsion. Hein? Tu parlais de la mécanique quantique. Mécanique quantique. Bon, à partir de là, tu te rends compte que, il y a une fluctuation puis des éléments spatiaux dans l'univers qui font en sorte que il y a des mouvements puis qui sont sollicités par des énergies quelconques à gauche, à droite, des énergies connues puis des énergies inconnues. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a dans l'expansion des civilisations qui sont plus vieilles? Oui. On a parlé tantôt des civilisations plus jeunes. On sait que les distances sont tellement importantes, par contre, puis si on en parle, là, puis on dit qu'à 200 années-lumière, ça veut dire que ceux qui sont à 200 années-lumière, ou nous autres, qu'on regarde des lumières ou des étoiles qui sont à 200 années-lumière de nous, mais on regarde des lumières qui ça a pris 200 ans avant de nous arriver. C'est ce qu'on dit. Le ciel, c'est un gigantesque passé. Alors, c'est un passé constant. C'est un passé constant. C'est un passé constant. L'étoile qui est à 2 millions d'années-lumière, si ces gens, mettons, il y a des gens là qui braquent un télescope qui serait capable de voir, ce qui est quasiment impossible à dire, mais en tout cas, je regrette, ils ne verraient pas un chat, là. Oui, c'est ça. Ils verraient la Terre telle qu'elle était il y a 2 millions d'années. Exactement. Puis il n'y a pas un chat ici. Oui, mais ça, c'est pas des théories, là, c'est des faits. Non, ça, c'est un fait physique. C'est un fait. Bon. Alors ça, c'est important de savoir ça, c'est des faits, là. Oui. Puis ça, c'est les mathématiques qui permettent d'arriver à ça. Prenons pour acquis maintenant qu'en 1851, je dis ça parce que je suis en train de lire un livre de Dan Simmons sur l'époque de Charles Dickens. À Londres, les conditions de vie étaient épouvantable. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de... C'était de la... Excusez, là, si vous êtes en train de déjeuner, mais les excréments humains là, étaient surtout répandus partout. Il était au charbon à l'époque. En plus, les cimetières, ça débordait, ça remontait à la surface. Des histoires d'horreur. Oui, c'est vrai. Il y a quoi? 1851, c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin. Mais on est loin de l'automobile, on est loin de la télévision 4K Ultra, on est loin de
de la fusée, on est loin de tout ça. Bref, technologie zéro. Exact. 1951, c'est 100 ans, ça. Hein? Une année ou deux, pas loin, on a un Spoutnik dans le ciel. Là, exact. Puis en 2050, où est-ce qu'on va être rendu? C'est écœurant, là. 200 ans. En 200 ans. Exact. Je te pose la question. Est-il possible que dans 500 ans, 1000 ans, on ait résolu le problème du déplacement dans l'univers qui semble impossible à l'heure actuelle à cause des distances? Ça, j'en doute. Pourquoi? J'en doute parce que faut arriver, parce que présentement, je pense, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, c'est qu'il y a des... Tu permets pas de faire une copie collée d'un organisme vivant actuellement, là. Puis, je te parle d'un corps humain. Tu peux le faire peut-être avec un objet, parce que ça a été testé en laboratoire, là. Puis, ils appellent ça comment on appelle ça? Téléportation? La téléportation. Ouais. Si on parle de ça, ils l'ont fait avec des éléments. Là, avec un photon. Oui, ils l'ont fait, puis ils ont réussi. Mais avec un être vivant, composé comme le corps humain est composé, peu importe l'animal ou n'importe quoi, n'importe quel être vivant, c'est pas certain que tout va suivre. En 2017. En 2017, mais dans 1000 ans. Mais pour qu'est-ce qui leur permette de dire ça? Ça va beaucoup plus loin. Non, mais attention. Oui. Qu'est-ce qui aurait permis à quelqu'un en 1851 de dire qu'il serait possible un jour d'avoir une télévision 3D dans ton salon? Oui, je suis d'accord. C'est impossible. Ouais, okay. Non, mais c'est impossible. Oui, je suis d'accord. Est-ce que c'est possible dans 1000 ans? Tu me poses la question, moi je te dis, il y a du travail à faire en ciel. Je te donne 1000 ans. Oui, OK. Je te donne 1000 ans. OK. Possible. C'est possible. C'est possible. Oui, c'est possible. Je pense que les connaissances sont tellement évoluées, mais est-ce que ça va être des connaissances sûrement humaines là, qui vont arriver à faire ça, mais tu vas mettre en commun des ordinateurs pour arriver à faire ça? Je rephrase dans ce cas-là. Oui. Je vais en faire un tough. Si je prends les découvertes de la mécanique quantique qui nous emmènent de plus en plus que le visible se rapproche de plus en plus de l'invisible. Oui. C'est-à-dire que les découvertes qu'on fait, notamment la théorie des supercordes, sur l'existence de différentes dimensions. Oui. Quand je parle de différentes dimensions, je ne fais pas de l'ésotérique. Non, pas du tout. C'est des faits connus. C'est des faits connus, ça. Oui. S'il y a d'autres dimensions, avec à l'intérieur des photons, des électrons, puis des choses, il y a donc possibilité d'un univers... ultra-dimensionnel. Oui, c'est ça. Bon. Ça éveille-tu quelque chose? Oui, à un moment absolument. Donné, Oui, parce que, écoute, on n'est pas loin de ce qu'on a discuté au début de l'émission. C'est-à-dire, est-ce que on peut sortir de notre corps? Mais je pense que oui, la preuve est faite. Mais qu'est-ce qui est sorti du corps? Qu'est-ce qui peut sortir du corps? Voilà. Qu'est-ce qui est sorti, c'est ça. Michel? Alors, qu'est-ce qui peut sortir? Va-t-on apprendre à être capable de faire sortir, à part la téléportation? C'est un corps de bébé qui est sorti du petit bonhomme de 3 ans? Non, c'est une conscience. C'est une conscience. C'est une conscience. C'est une conscience. C'est pas un corps de bébé, là. Non, c'est ça. Le corps de bébé est en bas dans son lit, là. Oui, c'est ça. C'est quoi ce conscience? Elle est faite de quoi? Ouais, non, mais elle est faite de quoi? Est-ce qu'elle est faite d'atomes? De cellules avec du cytoplasme, de l'ADN? Ou ben non, c'est figuratif? C'est-tu de la matière? C'est ça. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est peut-être de la matière, mais une matière à ce point inconnue. Raffinée. Raffinée, c'est ça. Toi, dans le fond, dans la théorie, est-ce que dans 1000 ans, on serait capable? Moi, je pense que oui, là. En y raisonnant, c'est pas une question de conviction. Est-ce qu'il y a des gens que tu aimes beaucoup qui sont décédés? Oui, c'est sûr. Est-ce que ce serait, à ton avis, est-ce que c'est possible qu'un jour, ces gens-là auraient pu intervenir dans ta vie? Ah, sûrement. Est-ce que c'est possible que tu aurais pu même les voir? Les voir? Je suis pas capable de dire que j'ai vu... non, je ne demande pas si ça t'est arrivé. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. D'accord. Peut-être, oui. Et c'est donc possible aussi qu'on soit visité par des entités, des êtres qui, coudonc,
Ils l'ont fait, eux autres, le Milan. Là. Ils l'ont fait, là, leurs 5 000 ans, leurs 50 000 ans d'avance. Ils l'ont résolu. Ça se peut-tu que ce soit écoute, ces êtres-là qui viennent faire un tour? Il y a des témoignages, là, écoute, c'est pas farfelu. Il y a des témoignages de gens là, qui ont vécu des choses incroyables. Tu traites pas de fou, ce monde-là? Non, pas du tout. Non. Je pense que c'est des gens de foi, des gens qui ont de raisonner, des gens qui ont vécu des choses. Moi, je crois à ça. T'as pas peur qu'on dise, hey, Michel, tu crois aux soucoupes volantes ou aux petits hommes verts? Hey, croire aux soucoupes volantes en tant que tel, c'est pas incroyable, c'est possible. Ça te ferait rien qu'on te dise ça. Hey, le gars, Michel, réveille, allume, je t'écoutais à la radio, j'ai parlé de soucoupes volantes et des petits hommes verts. OK. Ouais, les petits hommes verts. J'espère que tu fréquentes pas du monde qui parle de même. Non, je pense pas que je fréquente du monde de même, mais tout le monde vit sa vie, mais à quelque part, on l'a dit tantôt, là, dans les probabilités que ça existe. Puis il y a eu des témoignages quand même. Il y a eu des canulars aussi, Jean. Ah, ben là, mais ça. Il y a eu des canulars. Il y en a plus maintenant qu'il n'y en a jamais eu à cause de YouTube. J'ai assisté à l'Université Laval, je me souviens bien, en 94, 93, des Belges, avec 2 livres montés, puis il y a toute une histoire sur des apparitions d'OVNI en Belgique. Puis en 2011, je ne me trompe pas, ben ça a été sorti comme étant un canular. Ben c'est pas toutes les... Non, mais pas toutes. C'est pas toutes les observations. Il y a eu quand même un canular où il y a eu... Non, mais les observations en 90 en Belgique... il y en a eu plus qu'une. C'est que ça a été fait par les forces armées. Là. Oui. Moi, ce que j'ai, c'est pas les... C'est ce que je te parle aussi. À l'Université Laval, quand je suis allé à l'Université Laval, on était 300, là, puis il y avait... 4-5 personnes là, de l'armée qui est là, belge, qui étaient là pour aller présenter le livre, puis leur histoire, puis raconter qu'est-ce qu'ils ont vécu. Le canular que je te parle pas nécessairement de ce canular de eux, mais je te parle de d'autres canulars. C'est-à-dire que le canular qu'il y a eu, c'est sur la photo qui illustre plus le phénomène belge. Oui. Ça, c'est un canular. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas parce que la photo est un canular que ce qu'ont raconté les forces armées en était un. Exactement. Tu peux pas fouler les forces armées